Salut à tous et bienvenue sur la causerie du travail de l'ombre. Je vois qu'il y a déjà du monde sur le chat qui disent bonjour. Salut Michel, il y a Maxel, il y a Grit Escher, il y a Sblé, voilà, il y a Pat Magen. Voilà, merci à tous d'être là. Donc, troisième épisode de la causerie. On va revenir comme d'habitude sur le match du week-end de l'OM. Ce merveilleux, je pense qu'on peut le dire, en tout cas ce très bon match Lens-OM qui nous a été offert samedi soir. Et on va l'aborder évidemment de manière la plus précise possible, hein, comme on l'a fait jusqu'à là. En tout cas, du côté tactique, je sais que vous aimez ça. Encore une fois, comme la semaine dernière, j'ai essayé de vous prendre des screens du match et tout pour appuyer nos propos, pour essayer d'échanger avec vous si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Donc surtout, vraiment, n'hésitez pas, animez-moi ce chat. Moi, je vais essayer de le lire un maximum, même si c'est pas toujours simple. Mais voilà, le but de cette émission, c'est vraiment de pouvoir échanger avec vous et par rapport à mes analyses tactiques où voilà, c'est un peu froid et forcément on n'échange que en commentaire après. Là, j'ai vraiment envie d'échanger avec vous en live, donc si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à des remarques. Aujourd'hui, on reçoit un invité, franchement, je suis très heureux de le recevoir. Je ne sais pas si vous le connaissez tous. C'est Patrick Football Tactique sur Twitter. Salut Patrick. Salut, ça va? Ça va très bien, franchement merci. J'adore ce moment où on fait genre alors que ça fait un quart d'heure qu'on se parle, c'est vrai. Totalement. On est vraiment ça. des mythos. C'est totalement ça. Je vois Comorien qui nous dit salut, super parcours. Hein, on fait un petit dérivé sur la CAN. Bravo les Comoriens, félicitations pour l'image en tout cas que vous avez donnée. Non, franchement c'était ouf. J'ai pris vraiment un plaisir à vous regarder en tout cas. Voilà, parenthèse fermée. On nous met parisien. Effectivement, tu es sur Paris. Je crois que tu es supporter parisien. On va être transparent totalement. Mais tu es surtout quelqu'un qui analyse tactiquement beaucoup de matchs. Et donc ça nous intéresse. Et puis tu as évidemment ce recul nécessaire pour analyser les choses correctement. Donc au contraire, je trouve que c'est super intéressant de ne pas forcément avoir un supporter marseillais comme on a pu l'avoir par exemple la semaine dernière avec Kemmler ou la semaine précédente avec Glofar. Je trouve que voilà, d'avoir une vision différente, un recul, quelqu'un qui est moins pris en tout cas par le côté cœur, je trouve ça super intéressant. Bon, écoute, on y va, on plonge sur ce match Lens-OM. Let's go. Let's go, c'est parti. Écoute, je vais commencer tout simplement en te posant une question. Le match aller, pour moi, était un vrai tournant dans notre début de saison. Et est-ce que tu penses que cette nouvelle confrontation, ce match retour, peut être un tournant pour la suite de la saison pour l'OM? Ça, les tournants, on sait une fois qu'on les a pris, tu vois. C'est vrai. Mais oui, c'est d'ailleurs marrant parce que c'est deux matchs qui ont marqué pour des raisons différentes. Ouais. Je me souviens avoir fait un space, je crois que tu étais là d'ailleurs, oui, j'étais là, avec Théo, avec Glofar et plein d'autres copains. On avait parlé de ça parce que ça avait été vraiment... On avait vu certains des peut-être lacunes et des points, pas lacunes, mais des points à travailler en tout cas du côté de l'OM. Ouais. Et là, on voit l'évolution, on voit que voilà, les gens qui disent Sampaoli, c'est un mec têtu, Sampaoli machin, Sampaoli truc. Et là, on voit qu'en fait, c'est totalement faux parce qu'il a réussi à s'adapter et à changer certaines petites choses et qu'on voit une certaine évolution quand même dans l'équipe. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est cool. Je suis assez de cet avis. Il y a Diego qui nous dit c'était la bataille Frank Hayes vs Sampa. Et c'est vrai qu'on en avait parlé sur Twitter, sur un space. Au match aller, on s'était fait bouffer tactiquement. En tout cas, Frank Hayes avait vraiment trouvé les clés pour nous mettre en grande difficulté. Et je trouve que c'est un match, en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça, c'était un match qui a un peu traumatisé Sampaoli. Et j'ai l'impression qu'après ce match, tout ce qu'il a fait par la suite, ça a été presque pour en arriver à ce match retour et à ce qu'on a vu en tout cas sur cette rencontre, tu vois. Comme si tout ce qu'il avait travaillé jusque-là, les difficultés qu'on avait rencontrées, les obstacles qu'il avait réussi à franchir, tu vois, c'était pour en arriver à ce match et à ce résultat qu'on a vu samedi soir. Moi, je le vois un peu comme ça, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai vraiment la sensation que tout ce qui a été travaillé, ça a été un peu travaillé dû au traumatisme du match aller et que
bah, j'imagine que Sampaoli en est très fier de ce match retour parce qu'il a vraiment trouvé les réponses aux problèmes rencontrés lors du match aller, quoi. Ouais, totalement, totalement, parce que c'est vrai qu'au match aller, on avait été impressionné par l'intensité lensoise. On avait été impressionné aussi par l'intelligence de Francaise de cibler le côté gauche de la défense. Ouais, Je me rappelle, on avait beaucoup parlé de ça, du côté gauche de la défense marseillaise avec Luan Pérez. D'ailleurs, il ouais, y a les 2 buts de mémoire viennent sur ce tout côté-là. à fait. Euh, donc on voit une évolution et on voit que euh, finalement, en termes d'intensité, etc., l'équipe qui a le plus impressionné sur ce match-ci, c'est l'OM. Et que ouais, Sampaoli a réussi à mettre les ingrédients qu'il fallait pour prendre l'ascendant. Et c'est marrant parce qu'en fait, les 2 victoires se passent aussi à l'extérieur. Ouais, Là, on s'était gagné au Vel c'est vrai. et vous êtes allé gagner là-bas à Bollaert. Donc, c'est marrant aussi de voir que les 2 équipes ont réussi à prendre à prendre l'ascendant Plutôt à l'extérieur, à ouais. l'extérieur. Mais tu Ouais. vois, ça aussi, c'est intéressant ce que tu nous dis parce que justement, c'est un petit peu notre problème cette saison, j'ai l'impression, c'est que notre parcours à domicile et le parcours à l'extérieur est quasiment diamétralement opposé. Tu vois, je m'étais noté ça. Faut savoir qu'à l'extérieur, au classement, on est deuxième. Sur 10 matchs, on a fait 7 victoires, 2 matchs nuls et une seule défaite à l'extérieur. Le parcours, il est assez fou. Et surtout, on a encaissé seulement 5 buts. Si je me trompe pas, on vient d'enchaîner 5 victoires consécutives à l'extérieur sans encaisser de but. Alors que notre parcours à domicile, tu vois, si j'ai jeté un œil, on est 11e. Et sur 11 matchs, on a seulement 4 victoires, tu vois. Et on a marqué 11 buts. Et il y a une différence assez folle entre le parcours à domicile et le parcours à l'extérieur. Est-ce que tu saurais nous expliquer pourquoi il y a une telle différence en tout cas, une piste de travail, pourquoi il y a une telle différence, quoi. Parce que la différence est folle, que ce soit en termes de résultats, mais également en termes de buts, en termes de créativité dans le jeu, de qualité des matchs, c'est le jour et la nuit, quoi. Euh, il y a plein de petites choses dans le. Enfin, l'effectif a été ultra bien construit, mais tu as senti qu'il y a des briques qui ont du mal à rentrer, tu vois, et à s'adapter. Mhm. Et notamment dans le choix de certains joueurs, je trouve que il n'y a pas de logique. Et donc, je vais te donner des exemples, je ne vais pas Bien identifier sûr. comme ça. Mais je trouve que par exemple, tu as Gerson, ça reste un cas où il y a des doutes. J'ai vu une stat passer avec le nombre de passes vers l'avant qu'il a fait depuis le début de saison. Là, il y avait tout un tableau Ouais. où c'était assez faible. Euh, mais Gerson, tu vois que il joue pas à son poste réellement. Et c'est un joueur qui a besoin qui aime bien ce côté transition, aller, venir chercher le ballon en bas, remonter Mhm. le ballon, etc., etc. Et tu vois qu'en fait, ce rôle-là, c'est un peu Payet qu'il a dans l'équipe. Ouais. Tu vois Milik qui est un attaquant qui aime bien rester dans la surface adverse, combiner, jouer entre les lignes en proposant de jouer court, etc. Mhm. Et ben il y a Payet qui vient le gêner, entre guillemets. Et donc, en fait, il y a du mal, je trouve, à mettre en place ce football de possession où bah, quand tu es à la maison, tu es normalement un peu plus sur le but adverse. Tu as peut-être Mhm. un peu plus de mal à mettre ce football de possession en place parce que justement, au milieu, il y a peut-être des briques qui sont un petit peu, qui ont peut-être du mal à se mettre en place pour l'instant. Ok. Alors qu'à l'extérieur, où généralement, tu es un peu plus en contre, je trouve que les joueurs de Marseille s'adaptent plus. Et je crois que tu vas nous en parler un petit peu plus tard, mais l'action du penalty, alors c'est pas forcément un contre. Mais à un moment donné, ça part très vite vers l'avant avec une passe de Payet vers Luis Enrique Ouais, et avec une projection de Guendouzi dans la surface. Tu vois. totalement. Et tu as cette intensité-là. Et forcément, à domicile, cette verticalité, tu peux pas forcément l'avoir parce que les équipes jouent un peu plus en bas, un peu plus fermées. Ok, donc toi tu C'est serais plus plutôt difficile. d'accord, tu vois, en commentaire, il y a Sheva qui nous dit tout le monde vient chercher le nul au Vel et jouer les contres. Il y a Pragmatix OM qui nous dit les équipes jouent chez elles, au Vélodrome, ils mettent le bus. T'es assez d'accord avec ça, que les difficultés sont principalement dues au fait que les blocs sont plus bas à domicile et donc qu'on a du mal à jouer face à des blocs bas, quoi. Ouais, ça c'est une. Je pense, enfin ça semble logique, Ouais. mais quand tu as un grand club comme l'LOM, Mhm. c'est normal que tes adversaires viennent chez toi plus pour jouer le nul qu'autre chose. Mhm. Je veux dire, au PSG, c'est à peu près la même chose, sauf ce week-end, tu as Reims qui a essayé de jouer un petit peu, mais sinon, c'est souvent des équipes qui jouent assez bas et bloc bas.
Au Portugal, moi, le Benfica, les équipes qui viennent jouer, bah, généralement, elles viennent jouer bloc bas. C'est normal. Après, c'est à toi, donc toi, Sampaoli, hein, Oui. de trouver les clés et de réussir à créer des dynamiques pour passer un petit peu trouver des solutions, quoi, tout simplement. Ok, ça marche. Du coup, je vais clore un petit peu cette partie en te posant une question euh, pas très maligne, mais j'aime bien, ça ouvre le débat. Du coup, pour toi, Sampaoli, il fait taire les critiques avec ce match. Après cela, ça devient difficile de critiquer. Comme on a pu le voir les semaines précédentes, il commençait à être un petit peu sous les critiques. Là, après ce match, tu penses que c'est une réelle réponse et qu'il a gagné du temps, en tout cas, pour... Voilà. Qu'est-ce que tu... Moi, je vais te dire non pour une simple raison, c'est que pour moi, c'est pas ce match-là qui fait que je laisse plus de temps ou moins de temps. Moi, je regarde le classement. Le classement, l'OM est troisième du championnat, en course largement dans la course pour la deuxième place. Donc, c'est pas genre la deuxième place est à 15 points devant. Mhm. Au contraire, tu as peut-être un petit matelas même sur tes poursuivants derrière. Je connais pas le classement par cœur. Si, il y a un matelas. Moi non plus, je vais te dire. Mais il Continue. y a un match en moins, il y a un match en moins en Oui. plus, le match contre Lyon. Contre Lyon, ouais. Je veux dire, waouh, il faut le critiquer de quoi, Sampaoli? Je veux dire, il y a des entraîneurs dans d'autres clubs qui ont fait des saisons beaucoup plus éclatées et qui ont toujours été respectés et portés en louange parce qu'ils étaient genre incroyables. Et là, parce qu'il a un passeport argentin, on va dire, ouais, c'est bon, il faut aller chercher le titre. Ah non, Ça marche. déconner. Tu vois, pour répondre à ta question, on a 5 points d'avance sur le quatrième qui est Strasbourg et 6 Voilà. points d'avance sur le cinquième. Donc oui, il y a un matelas qui commence à être Et le intéressant. sixième, c'est qui? Montpellier, à 34. Voilà, bah, et avec tout le respect que j'ai pour Strasbourg et Montpellier, tu vois, je veux dire, normalement, les équipes que tu dois craindre pour ces luttes-là, c'est quoi? C'est Monaco-Lyon. Ouais, il y a Monaco Euh, qui a du coup 7 points. Voilà. Et 7 Lyon points, qui et, est à 9. voilà. Et donc Lyon, tu peux les mettre à 12 si tu les bats. Ouais, si tu les bats. Et Monaco, tu peux les mettre à 10 si tu gagnes ton match en retard. C'est ça. Moi, c'est ça que je regarde, hein, C'est ça. principalement. Totalement. Et Ok, pour moi, donc toi... Sampaoli, c'est pas la victoire contre Lens qui fait que, c'est ça. Ouais, au-delà du jeu, c'est l'aspect comptable qui fait qu'à un moment donné, tu lui donnes le respect qu'il doit avoir, en tout cas. Ah, bien sûr. Ça marche. On a quelques questions, hein, j'ai vu. Il y a Sab489 qui nous pose des questions sur Under, les permutations. J'y réponds pas volontairement tout de suite, mais je vais essayer de vous reprendre ces questions-là dès qu'on va commencer à aborder les sujets tactiques plus précisément. Je vais essayer de reprendre vos questions, c'est promis. Je vous lis vraiment. N'hésitez surtout pas à continuer. Moi, j'aimerais revenir aussi sur... on va aborder l'aspect tactique et sur le schéma avant d'aborder les individualités et des vrais trucs, des vrais points précis sur la tactique. À mon sens, on l'a pas assez souligné, c'est qu'on a changé de schéma. On est revenu à moi ce que j'appelle ce 3-2-5, en tout cas en phase offensive, qu'on avait un peu perdu ces derniers temps où on jouait à mon sens plus dans un 4-3-3, en tout cas avec une vraie défense à 4. Là, on a retrouvé en phase offensive cette défense à 3. Et à mon sens, ça a fait la différence. Et est-ce que toi aussi, tu as eu la même sensation que l'aboutissement tactique qu'on a pu voir est étroitement lié aussi au changement et à ce qu'on a essayé de mettre en place en fait depuis le début de la saison et qu'on ne mettait plus sur ces derniers matchs, que ce soit à cause d'absence ou par des choix? Moi le schéma est genre ultra intéressant, le schéma de jeu, parce que moi, je suis pas très accroché à ça. Dans le sens, pour moi, c'est les dynamiques qui vont changer, qui vont évoluer, etc. Mhm. Pour moi, par exemple, Marseille a joué sans attaquant contre Lens. Ouais. Alors que forcément, quand tu fais le schéma au début, je dirais, c'est Payet qui va jouer en faux neuf. Je demande aux gens d'aller regarder où était Payet quand il fait la passe pour Lucien Riquet sur Totalement. l'action qui amène le penalty. Totalement. Le nombre de fois où la personne qui est-ce qui attaque dans la surface comme un attaquant et qui fait un appel dans la surface comme un attaquant, c'est Guendouzi. Mhm. Le nombre de fois où Gerson a été en pointe, et c'est pour ça tout à l'heure je parlais des stats de passe vers l'avant, mais quand tu vois qu'il est parfois collé aux défenseurs centraux, dos au but, bah, c'est difficile de jouer vers l'avant. Mhm. Il faut regarder ces dynamiques-là en fait. Et la dynamique, moi je la trouve très intéressante parce que tu as Camara qui vient se coller aux trois centraux
Ouais. sans le ballon, mais tu sens qu'il a la liberté aussi pour sortir au pressing entre les lignes. Je crois que on va en parler d'ailleurs après. À la construction, tu le vois très souvent jouer devant et ça fait presque un espèce de losange entre Pau Lopez, Saliba, Luan Oui, Keita Sarr, pardon, et Camara. oui. Et ça permet aux deux latéraux de jouer un peu plus haut. D'être En beaucoup plus fait, haut. c'est surtout là l'évolution. C'est Luan Pérez joue beaucoup plus haut avec ballon parce que tu as Paul Lopez qui est capable de faire le rôle entre guillemets du troisième central, ce qui te permet d'avoir Caleta Char sur la gauche, d'avoir Saliba sur la droite et de Camara de l'avoir devant. Eh Donc ben, tu sais ça quoi? t'apporte Allons-y, un tu parles dynamisme de différent. ça. C'est super intéressant parce que l'une des premières séquences que j'ai sélectionnées, c'est sur une sortie de balle. Et donc, on va retrouver ça. Euh, alors, laisse-moi basculer sur la bonne séquence. Tu vois, on est au bout de... on est à la deuxième minute, donc on est vraiment très tôt dans le match. Et on retrouve exactement ce que tu es en train de nous dire. Notamment du fait que Paul Lopez se projette balle au pied, très haut, on le sait, entre les centraux. Est-ce que tu as l'image là qui apparaît? Ça va, on n'est pas trop en décalé? Pas encore. Ok. Euh, Je te dis dès que c'est bon. J'en profite C'est bon. avant qu'on bascule sur l'image. Il y a Asblek qui nous parle, qui nous demande si on a vu l'analyse de Thibaut Leplat qui parle de formation liquide. Est-ce que tu as vu ça Non, j'ai pas vu, mais je pense que ce que Thibaut veut dire par formation liquide, c'est justement cette équipe qui est capable, avec des joueurs capables de changer de position, C'est de totalement ça, comprendre ouais. le jeu, de s'adapter. Je pense que c'est ça. C'est ça, en fait, Ça il m'étonne pas. compare Ouais. aujourd'hui qu'à notre époque, on est sans cesse en train de parler d'une équipe solide, sur des bases défensives, etc. Et que Sampaoli est dans un esprit plus de football liquide où tout est malléable, tout se déforme et on trouve des joueurs capables de jouer à plusieurs postes, Ok. 3-4 postes dans le même match, etc. Donc, ouais, il explique ça. Alors, il l'explique, on va pas se mentir, mieux que moi, mieux que je suis en train de te l'expliquer. Et c'est vrai que Et Thibaut explique tout mieux que nous, t'inquiète. Ça, ses propos sont c'est super incroyable. intéressants et je trouve ça explique vraiment ce que veut mettre en place Sampaoli et franchement, Mais ouais, pour moi, allez voir. ça c'est la nuance entre, pas la nuance, la différence plutôt entre ce qu'est le football appris par cœur et le football compris. Quand tu Totalement. as un football appris par cœur, eh ben, tu es, je sais pas, latéral, on te dit tu prends ton couloir, tu prends ton couloir. Et combien de fois on a entendu, même sur les bords de Ligue 1, des coachs dire prends le couloir, monte, monte. Et quand tu as un football compris, et je pense que tu vas nous parler à un moment donné d'une action de Rongier, Oui, bah, tu as le cerveau qui se met en marche et tu comprends ce dont le match a besoin et ce que toi tu peux apporter comme solution à l'équipe par rapport à ça. Mais ça demande beaucoup de travail. Ce que Sampoli arrive à faire en moins d'un an, ben, on va dire 6 mois même, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés cet été. Mais ce qu'il arrive à faire là en 6 mois, en termes de compréhension de jeu à certains joueurs, et je mets Camara et Rongier, moi, en numéro un par rapport à ça, parce que ouais. Payet l'a toujours eu, voilà, c'est un génie, point. Mais ce qu'il a réussi à faire avec ces deux mecs-là, c'est assez incroyable. Mais tu vois, c'est assez marrant, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis entre euh, l'apprentissage, le côté un peu par cœur et le côté réelle compréhension, tu vois, j'aurais envie de comparer, quand je t'entends parler, moi ça me fait penser à l'école. Tu vois, si on peut simplifier, j'aime bien essayer toujours de faire des métaphores pour que les gens ils comprennent vraiment nos propos. Et bon, j'ai pas eu un parcours exemplaire au niveau scolaire. Et le vrai truc qui m'a dérangé à arriver, tu vois, au lycée et dans ces classes-là, là, de seconde, première, etc., ou même quand on choisit des filières, c'est que il y a un vrai problème dans notre scolarité où on est dans un truc où on apprend vraiment par cœur et on est moins dans le je t'apprends la démarche pour comprendre. Et une fois que tu as compris, montre-moi dans d'autres situations que tu as bien compris comment ça fonctionne, tu vois. Aujourd'hui, quand ils nous font, enfin en tout cas à mon époque, hein, j'ai 35 ans, je me souviens quand on nous faisait des contrôles et tout, bah, on nous demandait le même exemple qu'on avait appris et tout. En fait, tu avais juste à apprendre par cœur et tu ressortais, tu recrachais ce que tu avais appris par cœur. Mais en fait, c'était pas la compréhension du mécanisme, elle n'était pas forcément bonne, quoi. Il suffisait d'avoir une mémoire qui dure sur 2 semaines, le temps de faire ton contrôle et ce que tu travailles pendant ces 2 semaines, et après c'est fini. Si tu l'oublies, c'est pas grave. Et on est vraiment dans ça, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que c'est intéressant cette métaphore où la différence entre le côté par cœur et je fais ce qu'on me demande un peu bêtement, et le côté, ok, j'utilise mon cerveau, j'ai compris le mécanisme et ce qu'on me demande et le pourquoi du comment surtout. Et donc, je peux réagir à toutes sortes de situations et m'adapter à toutes sortes de situations. En fait,
tout ce que demande Sampaoli en rendant ses joueurs très polyvalents, au-delà de la polyvalence dans les postes, elle se passe aussi, tu vois, dans le QI football, quoi. Et ça, c'est super intéressant. Au-delà même de ce qu'il met en place et du jeu qu'il veut produire, je pense qu'il fait grandir aussi les joueurs de foot, tu vois. Même ceux qui vont partir, tu vois, on peut imaginer un Camara, là, qui est en fin de contrat, qui risque de partir. Pour moi, là, ce qu'il a appris avec Sampaoli, ça va lui servir tout le reste de sa carrière, tu vois. Et ça, c'est super intéressant. Il n'est pas juste... Ce qu'il lui a appris, il n'est pas dans l'apprentissage que pour le résultat immédiat, tu vois. Non, non, mais ça, tu as totalement raison. Mais après, tu as l'exemple numéro un de ça, c'est Pep Guardiola. Évidemment. Il faut voir ses équipes, enfin quand tu regardes ses équipes jouer, je me rappelle en début de saison, c'est oui, mais cette année sans attaquant, comment il va faire? Il perd Agüero, il a pas recruté de remplaçant, il n'a pas réussi à avoir Kane, machin. Regarde les matchs et tu vois il y a jamais une seule seconde où il n'y a pas un mec dans la surface au moment d'une passe, d'un centre ou je ne sais quoi. C'est comprendre les espaces, voir où l'équipe a besoin de toi à tel moment, voir où est-ce que tu peux être une solution pour le porteur de balle. Et tout ça, c'est de la compréhension, c'est évidemment beaucoup de travail en amont, mais c'est un travail surtout de comprendre les choses. Ouais. Quand le latéral droit, et justement, et ça se passe beaucoup à Marseille, notamment avec les deux latéraux, que ce soit Luan Pérez ou avec Rongier qui joue latéral. Ouais. En fait, ils ont beaucoup ces trucs-là de pouvoir venir à l'intérieur, demander le ballon entre les lignes. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont deux ailiers déjà ouverts et que sinon ils font doublon. Donc, s'ils ont cette liberté-là et cette intelligence-là de se dire, ok, s'il y a une place au milieu ou s'il y a un espace au milieu que je peux venir prendre, demander le ballon là, etc., etc. Eh ben, garde-moi cette explication et regarde, on va s'appuyer sur les images parce que c'est parfait. J'ai pris exactement ces séquences. Donc, tu vas pouvoir continuer sur les propos que tu es en train de tenir pour l'expliquer à tous. C'est vraiment super intéressant. On a cette première image là dès la 2e minute où on est en phase de relance. Et très honnêtement, quand j'ai vu cette séquence, je me suis vraiment dit, ah ok, ça y est, on met quelque chose en place très rapidement et on arrive à déjouer le pressing lensois. Et de suite, en fait, j'ai été mis en confiance, quoi. Est-ce que tu vois là l'image, Patrick? Ouais, je la vois. Voilà. Donc là, Alors, j'explique aux gens que je ne suis pas mal poli. Je regarde mon téléphone parce que c'est là où je peux voir les images. Ouais, voilà. Genre, si je ne te regarde pas, c'est parce que je regarde mon portable. Ou alors, si je regarde à droite, c'est parce qu'il y a le Benfica qui joue. Voilà. Pas de souci, ne t'inquiète pas, on t'en voudra pas. Si tu lèves les bras et tout, c'est pas que t'as chaud sous les bras, c'est qu'il y a eu but, c'est ça? Exactement. Ok. On a ce positionnement que tu nous évoquais avec Luan Pérez et Rongier très écartés, tu vois. Et qui, en fait, alors je vais passer sur l'image suivante parce que on va voir en fait, si je me trompe pas, ouais, c'est Rongier qui va rentrer dans l'axe, comme tu l'as expliqué. Alors, je vais essayer d'être le plus précis possible. Voilà, je vous déplace le petit rond. Rongier, il est là-bas, pour ceux qui auraient un doute. Il est là-haut en petit. Et donc, on a Saliba qui va relancer sur Rongier. Mais en fait, quand on bascule sur l'image suivante, je bascule sur les images suivantes pour être sûr que je raconte pas de bêtises et que ce soit la bonne séquence, c'est ça. Donc, on est sur Saliba qui va relancer tout simplement sur le côté en écartant au maximum sur Rongier comme ceci. Et on a Camara ici dans l'axe qui est plutôt bien cerné. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait basculé au départ le jeu à gauche sur Luan Pérez, on est venu basculer à droite, mais on a ce triangle en soi, là, offensif, ce premier rideau offensif, qui suit le mouvement et qui est plutôt bien en place. Et donc, quand Rongier va recevoir le ballon, l'attaquant lensois va venir le presser. Ce qui est super intéressant dans la suite, c'est ce qu'on va voir là, c'est que Rongier, il va prendre le risque, tu vois, on voit là, Rongier, il est cerné par 3 lensois, il est un peu pressé, on va pas paniquer, on n'a pas de solution au cœur du jeu, et il va servir en fait de Camara comme appui en lui donnant cette passe ici. Pardon, j'ai un peu de mal à se faire les flèches et vous expliquer en même temps. Voilà, il va servir, il va prendre appui sur Camara, et c'est sur l'image suivante que je trouve le plus intéressant et qui va revenir à tes propos, c'est que le déplacement de Rongier en fait, où il va revenir dans l'axe après cette servie de Camara comme appui,
et pour parvenir à retrouver, vous voyez, le cœur du jeu. Et d'un seul coup, le cœur du jeu est complètement libre et on est parvenu pardon, à éliminer les 2 Lensois et voir le 3e ici. C'était ça que tu nous parlais un petit peu sur les déplacements de nos latéraux, qui ne sont pas des latéraux classiques, mais en tout cas les déplacements de Rongier. Est-ce que c'est ça que tu voulais évoquer, le fait d'avoir cette liberté et de pouvoir revenir dans l'axe pour offrir des solutions dans la relance? Ouais, mais même sur l'action du penalty, je sais pas si tu l'as, Je mais l'ai. Rongier fait, avant de recevoir le ballon, il fait une course. Il vient recevoir le ballon dans l'axe et il fait une course, si ma La mémoire est bonne. voilà. Il fait une course, il vient de la droite, et il vient recevoir le ballon dans l'axe. Exactement. Donc Et ben même la voilà. sans avoir le ballon, tu vois. Mais cette intelligence-là, tu vois, de venir chercher l'appui, etc. Là, moi, je dis toujours, et d'ailleurs, c'est pas moi, hein, je copie Dani Alves, je crois que c'est Dani Alves qui dit que la passe de latéral à ailier, genre dans le même couloir, elle sert à rien. C'est quand les deux sont ouverts, elle Oui. sert absolument à rien, parce Ouais. qu'elle fait progresser de rien du tout. Ouais, Parce que totalement. si tu fais une passe au mec qui est devant toi, ça veut dire que tu aurais pu y aller balle au pied. Totalement. Mais c'est pour Ça ça rien. que dans cette séquence, j'ai montré un petit peu avant pour montrer, voilà, parce qu'en image, c'est toujours difficile de ne pas l'avoir en vidéo, mais ce qui est super intéressant, c'est le déplacement de Rongier qui vient prendre appui sur Camara et s'ouvrir l'espace au cœur du jeu. Et tu vois, la séquence que tu nous dis qui amène le penalty, eh ben, ça vient de la même manière. Tu vois, je vous ai fait la petite flèche là, pardon. On a Rongier qui vient faire cet appel dans l'axe et qui vient Et recevoir le ballon dans le dos. Mais si tu regardes l'intelligence de Rongier, c'est qu'il voit que tu as 3 mecs qui sont à la construction, donc Paul Lopez, Saliba Oui. et Kaitachar. Oui. Et que si tu regardes le mec qui est juste à côté le Lensois qui est juste à côté de Rongier, je sais pas qui c'est, de mémoire dans cette zone-là, ça doit être Saïd. Je pense aussi, ouais. Et en fait, Saïd, il le voit pas, tu vois. Ouais. Et donc il passe dans son dos et il vient faire l'espace dans le grand espace, Totalement. justement. Donc c'est une passe qui est ultra facile, Ouais. entre guillemets, Ouais. pour Paul Lopez à faire. Ouais. Cette passe, tu vois, il la reçoit avec le champ totalement libre, beaucoup d'espace. Fofana et Doucouré, c'était la doublette au milieu, Oui. si ma mémoire est bonne. Oui, oui. Ils sont pris par Gerson et Guendouzi qui sont super hauts. Ouais. Et ça fait un espace absolument énorme pour que Rongier puisse venir dans ces zones-là demander le ballon et que Camara puisse aussi recevoir le ballon. C'est totalement ça. Mais cette intelligence-là, déjà de Camara de rester très fixe, tu vois, qu'il ne bouge pas trop, il ne vient pas demander, etc., pour justement attirer un mec au pressing et obliger un mec à rester dans l'axe. Tu vois, par exemple, là, l'attaquant qui reste, je pense que c'est Sotoka, qui reste dans cette espèce de ligne entre Paul Lopez et Camara, c'est justement pour fermer cette ligne de passe-là. C'est ça. Et t'as Saliba ouvert d'un côté, Kaletachar ouvert de l'autre, et là, Rongier, il vient apporter le +1 qui fait la différence, et cette passe-là, et ce positionnement, et cet appel-là surtout de Rongier, pour moi, il fait toute la différence. C'est ça, mais c'est totalement ça. Et c'est là qu'on voit aussi la grande différence, tu vois, on évoquait le changement, enfin moi, en tout cas, j'évoquais le changement tactique qui a eu lieu, où on avait cette défense à 4 et que d'un seul coup là, sur ce match, on est revenu à cette défense à 3 en phase offensive. Il y a un grand changement aussi, c'est que à ce poste-là, on avait Lirola, et sur ce match, on a Rongier, et à mon sens, on ne l'a pas assez souligné, mais par exemple, Lirola n'est pas capable de faire ce genre de déplacement, et on le voit ici, Rongier, ça fait toute la différence, quoi. Et ce que je trouve super intéressant et que je tiens à appuyer dans tes propos, c'est le placement de Camara, parce que j'imagine que sur le chat, certains ont vu mon analyse d'hier sur Camara. Et ça, c'est une partie que j'ai pas pu évoquer parce qu'à un moment donné, en 10 minutes, je peux pas tout montrer. Mais je l'ai trouvé super intéressant dans son placement en phase de relance. Et uniquement son placement, en fait, parce que souvent, il a servi juste à fixer l'adversaire et à libérer, comme tu le dis, Rongier ou Luan Pérez ou Guendouzi, pardon. Parce que je vous ai réservé aussi cette séquence qui est dans le même esprit de relance, où on voit là, vous voyez Camara, je vais l'entourer, il est ici, mince, pardon, petite erreur, hop, Camara, il est ici, et vous voyez, il vient fixer le Lensois là, qui est juste à côté de lui, finalement, allez, je vais exagérer pour que vous compreniez bien, mais il vient presque fixer la ligne lensoise, là, les trois, et on va avoir non pas Rongier qui va rentrer dans l'axe comme ça a été le cas sur les séquences précédentes qu'on vous a montrées de cette manière, mais c'est Guendouzi ici, qui est là, et qui va venir décrocher totalement et recevoir ce ballon, que je ne me trompe pas, voici l'image suivante que vous voyez, hop, qui vient passer
devant le Lensois et qui vient recevoir le ballon pour ensuite ouvrir sur Rongier. Donc finalement, on l'a fait d'une manière différente, mais où là, on arrivait, ou tout à l'heure sur les séquences précédentes, on arrivait à s'ouvrir complètement l'axe de par le déplacement de Rongier. Et bien là, en fait, on va complètement s'ouvrir le côté droit parce qu'on a réussi à les fixer dans l'axe, quoi. Et donc, on se rend compte qu'en plus de bien relancer, et ben, c'est bien la variété de nos relances qui a permis de trouver des solutions. Un coup, on trouve la solution dans l'axe, un coup, on la trouve sur un côté. Et cette variété-là a été super intéressante sur le match. Et notamment, comme tu l'expliquais, la très bonne fixation de Camara. Parce que Camara, il n'a pas brillé au niveau des premières relances, tout simplement parce qu'il a reçu très peu de ballons. Mais sa fixation a été essentielle pour permettre à Guendouzi, à Rongier, à Luan Pérez de recevoir ses premiers ballons de relance. Est-ce que tu avais constaté ça? Et surtout, est-ce que tu es d'accord avec les propos que je tiens sur ces... Non, non, totalement. Moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est beaucoup les appels, et là, tu l'as très bien montré avec Guendouzi, les appels inversés, je sais pas comment appeler ça. Mais en gros, voilà, que ce soit Gerson ou Guendouzi était parfois très proche de la défense adverse et Ouais. faisait en fait une course dans le sens du but, décrochait Oui, pour venir demander le ballon et combiner avec les milieux de terrain, etc. Et ça créait des espaces après, parce que le défenseur les suivait, et ça créait des espaces pour justement... D'ailleurs, je crois que le but de Bakambu, il naît d'une action comme ça. Mais c'est sur des plus petits espaces. Mais Gerson, à un moment donné, il a une grosse occasion avec Camara qui lui met par-dessus. oui, Ça naît d'une course comme ça où justement il décroche, il vient combiner à Camara, Camara lui remet dans l'espace derrière, totalement. etc. etc. Et ces décrochages-là, on fait beaucoup de mal à Lens, surtout parce que tu savais jamais qui allait les faire. Parce qu'un coup c'était Guendouzi, un coup c'était Payet, un coup c'était Gerson. Le fait d'avoir trois mecs comme ça qui font un peu le même taf, mais tu sais jamais lequel va le faire. Toujours avec les deux ailiers qui restent hauts et ouverts et où tu sais que tu peux pas, t'es obligé de les surveiller H24, Under et Luis Enrique. Et puis après, c'était liberté totale pour Luan Pérez et Rongier, plus en vue Rongier sur ce match, je trouve. Et qui ont été, voilà, de Rongier, l'action là, sur la frappe du gauche. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'il fait dans cette zone-là? C'est liberté pour entrer dans les espaces, et justement les espaces que tu as bien montré qui sont. En fait, en gros, après, tu avais à certains moments, c'était presque un 3-4, 3/4 contre 2 au milieu de terrain, parce que tu avais Fofana et Doucouré qui étaient totalement seuls face à Rongier qui rentrait d'un côté, Luan qui pouvait apporter une supériorité de l'autre, un Payet ou un Guendouzi qui décrochait, un Camara qui était pas loin. Totalement. Et voilà. Donc c'est là, je pense, que Sampaoli a gagné le match contre Francaise. Totalement. Et pour rester dans cette variété qui a été super intéressante et qui a, à mon sens, fait très mal en soi, on parlait donc de la variété dans la manière de relancer, dans les déplacements. J'ai aussi vu sur quelques séquences un Guendouzi permuté avec Rongier. Ça, c'était super intéressant. Alors, je les ai pas malheureusement, les séquences, mais je vous invite à ceux qui vont revoir le match. Il y a des séquences où en fait Guendouzi vient décrocher de la même manière là qu'on vous montre sur cet arrêt sur image et qui vient en fait tout doucement venir prendre la place de Rongier en latéral sur le côté et Rongier venir dans l'axe. Et ça, c'est un enfer pour l'adversaire de suivre tous ces mouvements. Faut une grande communication entre les joueurs, etc. Et ça, on a été très très fort. J'ai vu aussi une question dans le chat que je pourrais retrouver où ça nous parle de la permutation. On voit de plus en plus des permutations avec Under à gauche. Est-ce que ça change vraiment quelque chose à notre animation? Bah ouais, en fait, c'est tout ce côté, tu vois, comme on parlait de football liquide où à un moment donné, ça bouge tellement dans tous les sens. Que c'est super difficile pour l'adversaire, quoi. Mais on est plus... la permutation entre Luis Enrique et Under, c'est ça la question? Oui, ouais. Est-ce que c'est... En fait, Est-ce que ça ça change t'apporte des quelque chose? dynamismes. Bah, ça change tout. Par exemple, Under, c'est un gaucher. Quoi, tu me diras, Luis Enrique, il est gaucher aussi. Ouais, mais en fait, j'allais même pas là. Après, là, l'esprit, c'était, tu sais, Under, des fois, c'est pour lui permettre, on l'a notamment fait sur le match contre Lille, pour amener plus de centres, etc. Mais au-delà des profils ou je ne sais quoi, c'est plus, bah voilà, toute cette permutation sans cesse. À un moment donné, quand t'es défenseur, t'es au marquage. En général, hein, si je fais le truc un peu typique, mais t'es au marquage d'un joueur,
En gros, tu le lâches pas du match et on est un peu dans le truc bête, quoi. Là, ça bouge Non, mais tellement. même, c'est tellement des caractéristiques différentes entre les deux, dans le Totalement. sens où Luis Enrique, que ce soit à gauche ou à droite, il va aller toujours tendance d'aller vraiment fond de ligne et faire un petit centre en retrait. Ouais. Alors que Under, lui, il a plus la tendance d'essayer de rentrer. Bon, Ouais. on l'a vu il y a 10 jours maintenant, Mm. la frappe du droit là Bordeaux. contre Bordeaux. C'est ça, Bordeaux? Ouais, c'est ça, Ouais, Bordeaux. c'est ça, Bordeaux, ouais. Tu vois, l'enroulé, bon, même si c'était à la suite d'un corner, mais le petit enroulé. Mhm. Mais il a plus cette tendance à venir rentrer à l'intérieur pour chercher la frappe un peu à la Thauvin. Mhm. Alors que Luis Enrique, non, il va vraiment essayer d'aller au fond jusqu'à la ligne de fond pour faire un petit centre en retrait, pour essayer de tirer, mais de cette zone-là, il va moins avoir cette tendance à rentrer tôt à l'intérieur, Ouais, c'est ça. soit pour combiner, soit pour centrer. C'est que pour D'ailleurs, on l'a l'adversaire, vu c'est un sur, enfer, sur quoi. le penalty, pareil. Sur Tu- l'action du penalty, tu vois où il va faire le centre. Ouais, totalement. C'est ça, c'est plus que pour l'adversaire, c'est un enfer, quoi. Il a pas le temps de s'habituer à son adversaire. Ça change tout le temps de profil, de joueur. Faut énormément communiquer entre joueurs pour se dire, voilà, toi tu récupères lui, moi je récupère lui. Est-ce que quand il décroche, je dois le suivre? Ah ouais, mais ça va me faire des décalages dans le dos, machin, etc. Donc c'est plus tout ce côté-là, quoi, qui rend le truc très compliqué pour l'adversaire, quoi. Bien sûr. Écoute, j'aime bien faire une petite pause. Je pense qu'on est à mi-chemin de l'émission parce qu'on a beaucoup parlé tactique et je peux comprendre que parfois ça soit compliqué pendant 1 heure et demie. En fait, j'aimerais tout simplement parler un peu de toi, savoir connaître un peu ton actu, entre guillemets, parce que pour les gens qui ne te connaissent pas, voilà. J'ai évoqué ton Twitter, Football Tactique, qui fonctionne très bien. Je sais également que tu as bossé avec la Ligue 2, si je ne me trompe pas, en tout cas avec le Twitter de la Ligue 2. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça et puis voilà, de ce que tu fais concrètement pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, j'ai bossé avec la Ligue 2, j'ai eu la chance de collaborer avec eux pour faire des petites analyses sur Toulouse et Auxerre. De très bonnes analyses. C'est gentil. Mais c'était très sympa à faire. Et puis voilà, mais j'ai pas réellement d'actu. Moi, tu sais, moi, c'est vraiment pour le plaisir de parler foot et j'ai pas forcément Ouais, bien sûr. d'objectifs. J'ai pas la patience non plus d'avoir des objectifs. Ça demande beaucoup de patience d'avoir des objectifs. Ouais, non. Je vous admire énormément, que ce soit toi, Glofar, Mickey aussi, ouais, je ne saluerai Dis-le pas pas par trop contre, fort, Glofar, parce que je crois comment je l'ai il vu s'appelle, passer dans le chat. Dis-le pas. Je connais pas trop cette Fleck. personne et en plus elle fait un travail absolument zéro lamentable. C'est vraiment la plus grosse fraude de ce réseau, on peut se le dire. Normalement, ça, Ouais, c'était mais le alors, moment où je tu préfère te prendre faisais un peu ce mousser, pas tu temps-là détruisais pour les autres. Hein. C'est quoi cette fracasser. mentalité? Non, je plaisante. Non, je sais que vous faites un taf absolument énorme et tout ce qui vous arrive, c'est franchement ultra mérité et je suis très content de voir que voilà, il y a plein de gens qui commencent à signer des trucs, que ce soit avec des médias, que ce soit avec des clubs, etc. Et voilà, ça fait plaisir de voir que les choses changent un peu. Bah, c'est gentil, mais il est trop humble pour vous le dire, hein, mais voilà, il fait un très très bon travail. Moi, Allez je fais notamment déjà, voir, non, ces petites capsules là avec non, la Ligue après, 2. les gens ils vont être Franchement, déçus quand ils vont débarquer. Parce que j'ai beaucoup moins de temps aujourd'hui. J'ai beaucoup moins de temps aujourd'hui pour faire ce genre de Arrête, choses. et te j'ai mets beaucoup pas la de pression. patience. Mais Ça, par voilà, contre, ouais, on allez en tout rigole, cas, on allez se au moins marre, on parle de foot de le temps en suivre sur temps. Twitter, allez Vous jeter devez un quand même œil, aimer. voilà. On rigole, on se marre, on parle de foot de temps en temps. C'est toujours très 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 intéressant ce qu'il a à partager et voilà, n'hésitez surtout Non, pas. non, 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 Bon, non. écoute, je vais pas insister Non, parce ouais, que je vois que ça te met détruire un peu Fleck, mal à l'aise absolument. et que tu veux détruire Non, les non, autres. non, C'est pas le Fleck but. est un mec extraordinaire en plus de ça. Voilà. C'est lui qui est venu à cause de J'ai vu des Maguire, embrouilles de en défenseur Maguire central et de tout, je première veux pas ligue. m'en mêler. Non, mais je tiens surtout à féliciter vous parce que moi, moi j'ai mon taf et j'ai plus le temps de faire beaucoup d'analyses. J'essaie d'en faire de temps en temps quand j'ai des trucs intéressants. Mais c'est valoriser ce que toi tu fais ici sur Twitch, c'est vraiment ouf. Ce que Glofar fait avec ses analyses et aussi avec la Ligue 2, lui aussi il bosse avec eux, donc c'est vraiment dingue. Fleck qui bosse avec Free. Ouais. Et c'est voilà, moi je suis très content d'avoir la chance de pouvoir échanger avec des gens comme ça. Et pour moi, c'est ma victoire personnelle. Non mais franchement, bah, d'abord merci et puis
Non, vraiment, c'est cool. L'aspect tactique du football commence à se développer de plus en plus et j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a en fait entre nous, quoi. On est tous un peu plus ou moins en contact, à partager un peu, à s'entraider et tout. Et ça, c'est vraiment cool, quoi. On essaie chacun de faire notre petit truc dans notre coin, mais voilà, toujours assez polé à partager les contenus de tous et tout. Donc, je trouve qu'il y a une très très bonne ambiance et c'est important de le souligner. Yes. Écoute, on va rebasculer sur le match quand même. C'était la petite pause respiration. Je sais que tu m'avais réservé quelques séquences, quelques images. Est-ce que tu as envie qu'on évoque les images que tu as envoyées notamment, je vais cliquer sur la première, comme ça tu vas la voir. Parce que, bon, c'est bien beau. On a donné beaucoup de positifs et on n'a pas fini. Hein. Je pense qu'on va réévoquer des choses très intéressantes qui ont fonctionné durant le match. Mais eh bien, il y a aussi quelques petites lacunes qu'il va falloir gommer par la suite. Et c'est ce que tu as tenu à souligner en m'envoyant ces arrêts sur image. Je suppose que tu dois la voir là maintenant, avec notamment cette ligne défensive qui va reculer. Est-ce que tu la vois, Patrick? Pas encore. Pas encore. D'ailleurs, j'invite, petite parenthèse, mais j'invite les gens qui n'ont peut-être pas lu mon analyse sur Camara à aller jeter un œil parce que on va retrouver un petit peu dans les défauts de la rencontre, dans les problèmes rencontrés, ce que j'ai évoqué par l'intermédiaire de Camara, où on s'est fait prendre un petit peu dans le dos, etc. En fait, c'est étroitement lié à ce que va nous évoquer Patrick. Donc voilà, il y a des séquences là qui sont pas exactement les mêmes, mais voilà, tout est plus ou moins lié. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, ça me paraît intéressant, en tout cas pour compléter les propos qu'on a là. C'est vraiment. Moi, je ne vais pas forcément cibler Camara sur ces actions-là, parce que je trouve que son poste un peu hybride entre 6 avec ballon, central, sans ballon, est un peu compliqué à gérer. C'est exactement ce que je dis dans l'analyse. Voilà. Ouais, donc c'est difficile. Mais malgré tout, et je pense que c'est même un comportement. Comment dire, collectif de la dernière ligne défensive. Et je sais que c'est une chose à laquelle Sampaoli est très attentif, parce que je sais qu'il s'est à une époque informé un peu sur comment travaillait Jorge Jesus sur la défense en zone, sur la couverture, etc. Le ballon couvert, ballon découvert, etc. etc. À l'époque, Jorge Jesus faisait ça très bien. Et là, tu vois, sur cette action-là, c'est celle où Fofana de mémoire part au but. C'est Saliba qui le rattrape in extremis. C'est celle-là, c'est bien celle-là. Mais tu vois, voilà, et tu vois, sur cette action, tu vois que le mec qui peut faire la passe et qui va faire la passe, c'est Klose de mémoire. Et ben, il est assez libre de pouvoir faire la passe. Et donc, dans ce moment-là, l'équipe doit déjà commencer à anticiper et à retirer de l'espace, c'est-à-dire retirer de l'espace dans la profondeur. Donc, à commencer à courir vers son but pour couvrir un peu les appels qu'ils peuvent avoir. Et tu vois que là, la défensive de Marseille, elle est pas du tout en train d'anticiper. Là, j'ai pris le screen, déjà, le ballon était déjà parti du pied en plus. Et tu vois que Camara n'est pas bien aligné, n'a pas pris le bon espace, que Saliba, son corps est même pas genre ultra bien orienté, et que côté opposé, Rongier n'est pas non plus super... Et non, il essaie de rattraper son retard sur l'alignement, mais... Voilà, sur l'alignement, et tu vois que c'est un peu cata. Et donc, en fait, c'est vraiment ce truc-là, ce moment-là où Marseille veut jouer tellement haut que parfois, ils en oublient que si un mec arrive lancé, il nous transperce, quoi. Et donc sur cette action-là, je trouve que ça le représentait assez bien. Et je crois que je t'en ai envoyé deux autres, où on retrouve un petit peu les mêmes erreurs dans des zones un peu différentes du terrain. Mais voilà, j'aime bien montrer toujours 2-3 exemples pour montrer que c'est pas un hasard. Bien sûr, tu as raison. J'ai cliqué avec le petit décalage, tu vas voir ça. Celle-ci, il me semble que je l'ai montré dans mon analyse. Et la manière dont... alors moi, je l'ai montré avec mon point de vue sur Camara et la manière dont il a été aspiré. Et du coup, c'est intéressant d'avoir, toi, ton point de vue aussi de manière plus globale parce que, évidemment, moi, je ne peux pas aborder tous les sujets. Donc, des fois, j'essaie de faire un focus qui est plus ou moins une raison pour dériver à gauche, à droite, etc. Mais c'est ce qui est super intéressant aujourd'hui avec les lives que je propose, c'est que je vais pouvoir un peu plus détailler et aller parler plus largement. Et c'est intéressant que tu évoques ce problème de la ligne défensive. Là, je pense que tu dois avoir la deuxième image. Pas encore. Pas encore? Ah si, c'est bon. Là, pareil, et là, c'est plus sur... là, c'est la même chose. Tu as un joueur qui arrive lancé et tu vois que Camara, lui, a son corps qui est totalement tourné vers le ballon et pas vers la profondeur. Ça, c'est un truc qui, pour moi,
est essentiel à ce niveau-là de bien orienter son corps, de bien orienter ses épaules, parce que c'est les trois quarts de seconde qui vont te permettre d'être à temps ou pas à temps sur une action, de revenir à temps ou pas à temps. Et moi, je donne toujours les exemples, les gens qui me disent ouais, mais c'est pas important ça. Je leur dis toujours de faire une course avec une autre personne sur 15 mètres. Ouais. Et eux, ils partent de dos Ouais, vers la ça. ligne d'arrivée et la personne avec qui ils font la course part vers la ligne d'arrivée. Et ils verront qui est-ce qui arrivera en premier sur 15 mètres. Et c'est un peu ça. Donc, Camara, tu vois, il sort, voilà. Et en fait, c'est même pas le problème qu'il sorte, parce qu'à la rigueur, tu peux avoir ce. Moi, c'est la réaction du reste de l'équipe. En fait, si lui sort, les autres doivent apporter la couverture. Totalement. C'est-à-dire que je conseille aux gens, s'ils veulent aller sur YouTube, de regarder. Il y a des entraînements de Mauricio Sarri où il passe des heures à faire ça. Donc là, c'est une défense à 4, c'est un peu différent avec Sarri. Mais il envoie un ballon en profondeur. Tu as un central qui sort pour mettre la tête et tu as les trois autres qui reculent 3-4 mètres derrière. Au cas où il y a un second ballon, tu vois, pour récupérer les seconds ballons. Et là, tu vois qu'en fait, il sort et personne n'apporte cette couverture-là. Donc en fait, quand il sort, ça ferait juste un trou absolument énorme dans la défense. Mais alors tu que vois, normalement, la défense peut un petit peu se resserrer. Sur cette première mi-temps, ça a dû arriver, je dirais, 3 à 4 fois. Moi, j'ai noté 3 en tout cas sûrs, parce que je sais que je t'en ai envoyé une troisième, c'est une action de Saïd. Là, c'est Sotoka et Saïd. Ouais, parce que c'est troisième en même temps. Il y a l'action où Saliba revient, il y a un très bon arrêt de Paul Lopez, il y a la frappe complètement ratée de Wesley Saïd. Sotoka, non? Ah ouais, Wesley Saïd, ouais. Saïd, là, qui passe sur la gauche du but. C'est celle-ci que j'ai mise après, je crois. Voilà, exactement. C'est cette séquence où Saïd part dans le dos. Pour étayer un peu tes propos, où évidemment je suis entièrement d'accord avec ça, ce qui m'a dérangé sur les 3-4 fois où on s'est fait un peu avoir, et c'est toute la difficulté d'ailleurs du poste de Camara, c'est un peu le manque de communication aussi. C'est que parfois on est sorti, comme sur la séquence précédente, on voit il y a Kaleta Tchar et Camara qui veulent raccourcir la distance et aller sur le porteur du ballon. Et là, c'est un peu pareil. On voit qu'il y a Camara qui s'avance, Saliba qui anticipe pas, comme tu dis, pour venir couvrir. J'ai la sensation que sur les 3-4 séquences qu'on a là, il y a aussi un manque de compréhension et de communication entre eux. On ne savait pas qui devait aller sur le porteur de balle, etc. Alors que, bon, la logique serait forcément que ça soit Camara, mais en tout cas, les autres n'anticipent pas correctement, n'avaient pas la bonne réaction. Et ça, c'est encore quelque chose qui est à travailler, en tout cas. Ouais, totalement. Totalement. Ça, c'est des micro-détails après. Voilà, c'est des trucs. Après, là, Marseille a la chance d'avoir un défenseur central qui est ultra rapide et donc qui arrive toujours à rattraper son retard. Pardon, il y a eu une action pour Boavista, j'ai cru qu'il y avait but. Et donc là, sur cette action-là, tu vois, on retrouve pratiquement la même chose. C'est-à-dire qu'on voit des mecs prêts à bondir, alors que parfois, il faut avoir un certain calme, une certaine tranquillité, et se dire là, c'est pas le moment de sortir, là, c'est le moment de couvrir la profondeur et d'empêcher le mec de prendre de la vitesse. Et là, tu es là sur cette action-là, ça y tire à côté, mais c'est dedans. Ça peut faire très mal. Il y a aucun. Tu peux juste t'en vouloir à toi-même d'avoir mal géré ta dernière ligne défensive. Et il faut savoir que savoir quand reculer, quand le ballon est découvert. Et donc ballon découvert, ça veut dire que le porteur de balle peut faire une passe vers l'avant. Et quand le ballon est couvert, ça veut dire que le porteur de balle ne peut pas progresser vers l'avant. Là, quand le ballon est couvert, la ligne peut rester haute. Et ça, Marseille le fait très bien. Par contre, le problème, c'est que quand le ballon est découvert, ils font la même chose. Et donc là, ça fait des situations comme les deux qu'on a déjà vues et cette troisième, où tu peux trouver une passe, tu peux trouver des espaces dans la profondeur. Et si tu n'as pas un Saliba qui est ultra rapide, compliqué. On est entièrement d'accord. Et ça, c'est un axe de travail et un axe de progression. Bon, après, on va pas se mentir. On est dur, vu la prestation de la première mi-temps. On est en train d'observer les 3-4 actions qu'ils ont pu se procurer Lens et finalement le peu d'erreurs qu'on a eu. Mais voilà, c'est important de le souligner parce que si on encaisse, si Saliba ne revient pas sur cette action dangereuse, si Luan Pérez ne fait pas le bon arrêt, peut-être que la physionomie du match est totalement différente et qu'on ne tient pas le même discours. Donc c'est toujours important et même sur des prestations plus que réussies, de souligner les problèmes qu'il y a eu. Mais après, voilà, c'est étroitement lié au poste de Camara qui sans cesse avance, recule, etc. Donc ça, on le sait. C'est la grande difficulté. Je l'ai assez dit dans mon analyse et j'ai souligné ses erreurs, notamment sur ces séquences qu'on évoque. Mais voilà,
c'est vrai que cette envie d'aller de l'avant, d'aller presser très haut, en tout cas, nous a beaucoup plus réussi sur ce match où on a fait un nombre d'interceptions, de récupérations hautes incroyable et que ça a été une vraie réussite. Mais voilà, attention quand même à le faire toujours de manière intelligente. C'est ce qu'on veut souligner ici. On est d'accord? Absolument. On est d'accord. J'avais sélectionné aussi quelques séquences parce que j'ai vu sur ton Twitter notamment que tu avais souligné quelques lignes de passe qui étaient intéressantes. Et c'est ce que j'avais envie de démontrer à travers quelques images de manière assez rapide. Parce que c'est toujours difficile quand on tient les propos de dire... voilà, offensivement, je nous ai trouvé un peu plus libérés. On a tendance à dire qu'on a pris un peu plus de risques et tout, mais parfois les gens ont du mal à vraiment percevoir, tu vois, nos propos, de comment ça peut se retranscrire sur le terrain. Et ben, l'une des choses qui permet de dire ça, c'est les lignes de passe tentées. Voilà, sur les derniers matchs, je trouve qu'on était très frileux sur nos passes, notamment dans les 30 derniers mètres où on prenait un minimum de risques, ou en tout cas on n'en prenait pas assez à mon goût. Là, on peut voir par exemple, tu vois, que Guendouzi, il va nous tenter une passe ici comme ça en diagonale, là sur Under qui est situé ici, là, qui arrive lancé. Voilà, la ligne de passe, elle est très compliquée et elle est à deux doigts de fonctionner. Non, d'ailleurs, si, elle fonctionne très bien, pardon, sur cette séquence. Et Under va se trouver en position de frappe où elle va passer à côté. Mais la passe, là, Et elle est la quand même... Davis, c'est celle où il dévisse sa frappe du droit, c'est ça? Exactement, c'est l'une des premières frappes qu'on se procure vraiment. Et celle-ci, elle est quand même très compliquée. Elle est surtout très intéressante. En fait, au-delà de la réussite de la passe, c'est l'idée et la prise de risque qu'il a eu que j'ai vraiment envie de souligner. Et on va le voir plusieurs fois. On voit sur l'image d'après aussi, c'est celle-là que tu avais partagée sur Twitter, où il tente de traverser la surface et d'aller chercher Under. Alors, je vous fais la flèche. Voilà, il va tenter cette passe comme ça en diagonale, là, où ça va se jouer de très peu. Hein. Under va arriver un petit peu en retard, mais dans la vision des choses, c'est déjà très bien de le souligner, dans la justesse technique, etc. Mais ce que j'ai vraiment envie de souligner, c'est la prise de risque. On a trop évoqué ces derniers temps qu'on était dans la sécurité avant tout, que dès qu'il y avait des risques à prendre, on ne les prenait pas ou très peu. Là, j'ai senti, en tout cas à travers des passes, qu'on avait essayé de s'avérer, d'être bien plus dangereux et bien plus dans la prise de risque. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, oui, enfin oui, tu as raison sur la prise de risque, etc. totalement. Mais moi, là où j'ai vu de la différence par rapport à d'autres matchs, c'est sur comment appeler ça? J'ai pas envie de dire de la vitesse parce que vitesse, tu as un Oui. côté précipitation. Non, mais la vitesse Et d'exécution, la la rapidité. légèreté, non, mais la légèreté des passes, la fluidité du tout. Ouais, Je veux dire, fluidité. tout était t'as l'impression que tout était plus facile, plus logique. Les mecs réfléchissaient pas, c'est-à-dire que quand il fallait jouer en une, quand il fallait jouer en deux, trois touches, ils jouaient en deux, trois touches. La passe de Guendouzi que tu montes, tu vois, il temporise, il truc. T'as Under qui fait le super appel au bon moment dans le dos du défenseur, etc. Payet, quand il fallait jouer en une, il jouait en une. Il y a eu beaucoup plus de jeux en une touche de balle. Notamment, Énormément de touches ouais. de jeux en une touche de balle qu'il n'y avait pas beaucoup, ces beaucoup, derniers beaucoup. temps. Ouais. Mais quand je dis vitesse, ça veut pas dire. Ça veut dire la vitesse juste, logique. Ouais. La vitesse précipitation. C'est pour ça que je voulais pas employer ce terme-là. Tu as raison. Mais c'est ça que j'ai senti, en fait. C'est vraiment cette équipe. La rapidité Dans le d'exécution. positionnement, ouais. Dans le positionnement à l'aise, enfin, elle est toujours plutôt bien positionnée. D'ailleurs, il est toujours très ouvert, quel que soit le match. Ouais. Luis Enrique à gauche ou quand c'est Dieng, très ouvert aussi. Guendouzi, Gerson, tu les vois. Payet, toujours. Dans le positionnement, tu vois pas, mais tu vois juste une plus grande coordination entre le positionnement et les passes. Et c'est là où tu as vu la différence. Parce que parfois, tu peux avoir un très beau positionnement, mais si la passe n'arrive pas, je veux dire, Under, l'appel qu'il fait, là, le dernier que tu as montré, oui. Ou avant-dernier que tu as montré là, avec Guendouzi proche de la surface, nous, on a remarqué tout de suite, et moi, j'ai partagé ça parce que la passe est incroyable. Et le nombre de fois où un Under va faire un appel comme ça dans les matchs, il doit faire ça 2-3 fois par match, j'en suis sûr. Des appels comme ça, pas forcément dans la même zone, mais des appels comme ça dans le dos du défenseur adverse.
Sauf que là, bah, tu as Guendouzi qui fait la passe au bon moment, donc on le remarque. C'est ça, totalement, Et c'est sur cette fluidité-là que j'ai vraiment senti une grande différence cette semaine. Ouais, on est totalement d'accord. Tu vois, pour étayer tes propos, je me souviens de Kemmler la semaine dernière qui nous parlait d'une certaine chorégraphie où parfois ça fonctionnait pas. Là, on est totalement ça. On est dans la chorégraphie de bon tempo, tu vois. Parfois, on était à contre-temps, tu vois, si on devait prendre cette métaphore, je sais pas, du danseur dans ses pas, etc. Parfois, on avait ces pas de danse un peu à contre-temps. Et là, j'ai vraiment la sensation qu'il y avait une osmose collective et un timing beaucoup plus juste, tu vois. Moi, j'aime bien tout ce qui est en fait musique, comme tu vois, comme un orchestre en fait. Pourquoi quand tu l'as dit, j'ai et- senti du second degré? Non, 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 mais moi, c'est vrai, je compare toujours le football avec, Mais les orchestres parce que ouais. tu peux avoir les meilleurs musiciens ensemble, sauf que si tu as un mec qui est spécialisé dans le jazz, un mec qui est spécialisé dans le métal et un troisième qui est spécialisé dans la musique classique, Mhm. même s'ils sont les meilleurs dans leur truc, Ça avant que fonctionnera ça pas. fonctionne, il faut peut-être un petit peu de temps, il faut trouver la bonne symphonie pour les retrouver, pour les regrouper eux tous, tu vois. Euh, et Marseille, tout le monde connaît la partition par cœur, mais il y a des moments où, dans le rythme, ça se marche peut-être un petit peu dessus, ça sait pas trop où trouver sa place, etc. Machin. Et là, pour le coup, c'est tout le monde connaissait la partition par cœur. En plus, dans le rythme et tout, c'était ultra cohérent et tout le monde savait ce qu'il devait faire quand il devait le faire. Et là, c'est pour ça que ça a été très agréable à suivre, principalement la première mi-temps. On est entièrement d'accord. J'essaie de lire un peu les commentaires. Donc ouais, il y avait Scarab qui nous dit sur certains matchs, Guendouzi passe arrière et Rongier milieu gauche. C'est ça, dans la permutation, dans tous ces déplacements, on l'avait évoqué. On nous dit quand il y a du déplacement, les passes sont plus faciles, d'où le problème Milik qui est plus figé. Je vous intéresse encore quelques minutes parce qu'on va aborder le sujet Milik. Je veux juste aborder un autre sujet entre-temps. On nous demande, il y a Pragmatix qui nous demande si, d'ailleurs salut à toi Pragmatix, je sais que laisse énormément de commentaires sur Twitter et tout, ça soutient beaucoup, donc vraiment merci, c'est l'occasion de te remercier, qui nous demande si Guendouzi faisait déjà ça à Arsenal, toutes ces passes et tout ce mouvement vers l'avant. Si tu le sais, toi tu suivais un peu. J'ai pas ultra suivi, mais j'ai toujours eu le souvenir d'un Guendouzi, d'un mec très dynamique. Mais dynamique, pas forcément, parce que parfois on dit dynamique, on pense qu'au physique. Mm. Mais c'est pas forcément que ça. C'est comme l'intensité. L'intensité, elle est pas que physique, elle est aussi dans la tête, elle est aussi dans les pieds. Mais j'ai le souvenir d'un mec qui recherchait toujours à jouer assez rapidement vers l'avant et à se projeter, etc. Pas juste un 6 qui reste derrière et qui attend. Euh, On est Sauf que d'accord. là, évidemment, tu le vois à un niveau et à une régularité totalement différente et avec un apprentissage du jeu ouais, vraiment ouais, d'un autre niveau, quoi. Et c'est normal. On est d'accord. Je voulais évoquer un sujet avant qu'on aborde Milik, comme je le disais. C'est Canal qui a fait une palette durant la mi-temps pour nous montrer en fait que sur une séquence très longue, il y a un moment donné où on a une séquence où, je sais pas, pendant, je dirais 1 minute 30 à 2 minutes, on est en possession du ballon. Et sur cette longue séquence, on se retrouve avec, que je vous raconte pas de bêtises, 4 positions de tir. Eux, ils identifient 4 positions de tir qu'on refuse et où on préfère faire la passe. Donc je voulais te montrer ça, je voulais avoir un peu ton avis. Là, on voit sur l'image, la première image. Ah, pardon, évidemment, Enfin, ça je l'ai zappe. pas encore. Ouais, donc Je l'ai pas encore. il y a la possible frappe d'Enrique. Ouais, c'est bien ça, si je me trompe pas. Puis le jeu se poursuit, bascule à droite, revient à gauche. Et là, on a une autre position de tir, une fenêtre de tir qu'on ne prend pas. Et puis, encore une fois, le jeu rebascule un peu à droite. Là, il y a Rongier qui a une position de frappe, une fenêtre de tir qu'il ne prend pas. Je crois que c'est avant sa fameuse frappe sur la barre. Et le jeu rebascule un petit peu à droite, on prend appui, on fait un centre en retrait. Et là aussi, on a une position de tir qu'on ne prend pas. Je voulais revenir un petit peu sur ça. Est-ce que tu as cette sensation à un moment donné que... alors je vais caricaturer un peu les choses volontairement pour avoir ton avis, mais est-ce que t'as pas la sensation parfois qu'on veut rentrer un peu avec le ballon dans les buts et que arrivé même dans la demi-lune, on frappe toujours pas, on va encore progresser et combiner. Tu sais, moi, j'ai un entraîneur au Portugal qui me disait le football sont avant tout des probabilités. Il me dit est-ce que je peux marquer Ouais. avec mon gardien qui tire depuis sa surface dans l'autre but? Je peux. Est-ce que c'est probable? Pas ouf.
Ouais, on se rapproche des XG, en gros, dans l'esprit, quoi. Ouais, voilà. Ouais, les XG, c'est un truc que j'ai jamais compris. Après, je suis un vieux, donc Bah, c'est là, exactement les ce que tu actions. expliques, hein, c'est la Ouais, c'est des produits. probabilité suite à une frappe. Voilà. Voilà, mais est-ce que ça prend en compte la fatigue du mec? Est-ce que ça prend en compte du fait que, par exemple, il s'est pris un petit coup sur la cheville 5 minutes avant et qu'il a peut-être un doute sur sa capacité à tirer à ce moment-là? Est-ce que ça prend en compte La confiance engrangée ou pas, la etc. pelouse à ce Ouais. moment-là? Peut-être qu'il y a la pelouse est de mauvaise qualité, qu'il y a des Mhm. crevasses partout et que tu es peut-être pas à l'aise pour tenter des frappes dans cette zone-là. Le football, c'est le football, c'est chaque match. Moi, les XG, c'est pas un truc que je regarde beaucoup. Alors, si tu as une différence de 7, tu as 0,0 et tu as 7 d'XG Ouais, pour bien sûr, l'un bien sûr. et 0,01 pour l'autre, bon, c'est que ça te donne une notion, tu vois, c'est clair. Ok. Mais toi, est-ce Voilà. que toi, Clola, dans le jeu qu'on produit, tu as cette sensation à un moment donné qu'on refuse parfois trop souvent de tirer? C'est pas. Non. Moi, je trouve qu'il faut tirer quand tu sens qu'il faut tirer, point. Ok. S'il tire pas, il n'y a aucun joueur qui te dira j'aime pas marquer un but ou j'aime pas tirer au but. Euh, Là, tu montes des actions comme ça, mais je peux te dire que Rongier, il a tenté une frappe du gauche alors qu'il n'est pas gaucher Mhm. et qu'elle a tapé la barre, elle a tapé la tête du gardien, elle a retapé sur le poteau. Mhm. Et il n'a pas refusé sa frappe. Pourtant, c'était peut-être pas la seule et la meilleure possibilité. Moi, c'est des débats, je suis pas forcément à l'aise. Celle que tu montes là, c'est celle que Canal a sélectionnée. Ouais, et c'est sur une longue séquence, pour montrer que sur une longue séquence, tu as Voilà, quatre possibilités de frappe qui sont, pour moi, eux, pour en tout cas, l'instant, sur, refusées. sur celles qu'ils ont montrées, bah, que tu es en train de me montrer là, ouais, on a deux, trois déjà. C'est des frappes qui sont à 25 mètres, ils refusent la frappe. Bah non, non. La probabilité de marquer à 25 mètres, elle est pas incroyable, elle n'est pas énorme. Mhm. Je comprends pas trop. Parfois, c'est, tu vois, aller chercher l'exagération du Ok, Sampaoli possession et ouais. ouais, c'est pas mon délire. Ok, d'accord. Eh ben, Ouais, écoute. enfin, ouais, j'allais dire celle que maintenant, mais je trouve que je sais pas si c'est celle que c'est maintenant qu'il y a maintenant. Il y en a une là, à l'extérieur de la surface, avant même l'arc de cercle, tu vois. Ouais. Euh, 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 Celle-là, je vois pas. Ok, oui, il peut tirer au but, il peut. Mhm. La probabilité qu'il marque un but, je veux dire, là, on n'est pas sur un contre un avec le gardien et je laisse à droite pour mon coéquipier qui arrive lancer ou je dribble le goal et je viens dans ma surface comme j'étais au rêve avec les copains. Ouais. Faut arrêter l'exagération de refuser des frappes quand c'est une frappe comme celle-ci là avec le centre en retrait où le mec il est trois quarts Ouais, c'est ça. retourné. Ouais, ouais. Il est trois quarts retourné. Il y a deux défenseurs qui sont face à lui. Comment tu Non, veux je suis qu'il assez tire le but? d'accord avec ça. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Est-ce que N'hésitez vous pas à tirez nous par les dire, cheveux, hein. nous dire votre avis sur le chat. Je suis assez curieux de savoir si c'est un truc un peu de. C'est un vrai débat un peu de journaliste là qu'on entend souvent sur les talks, les émissions à gauche à droite, ou si vous êtes un peu de cet avis-là, que vous trouvez qu'on refuse trop souvent de frapper au but. On va basculer sur le sujet Milik pour en terminer un peu sur cette rencontre. Parce que forcément, après une telle prestation, après un tel résultat, avant de basculer, on a quelques réponses. Je vois Scaraboule nous dit on a des milieux qui sont passeurs que buteurs, tueurs. Après oui, effectivement, dans le profil des joueurs, dans l'état d'esprit, effectivement... Après, je te pose la question à toi et je pose la question aux gens dans le chat. Est-ce que vous aimeriez avoir des mecs qui ne font que tirer, qui arrivent à 30 mètres, bam, sans réfléchir? Il y a peut-être un angle de passe pour un. Ah, mince, on t'a perdu. Ah, petit problème technique. Ah, attends, ça a coupé. Tu Ouais. m'entends? Alors, je t'entends, j'ai juste plus ta caméra. Attends, je vais mettre ça. Désolé Je sais pour pas le du tout petit... tout ce qui se passait. Pas de souci. Aucun souci, c'est relancé, Ouais. ça y est, c'est reparti. Non, voilà, c'est ce que je disais. Est-ce que vous seriez heureux d'avoir des mecs qui à 30 mètres tirent alors que peut-être il y a une super option de passe? Ouais, bien sûr, je Vous pense que préférez voilà, un mec il y qui a un juste milieu. Je réfléchisse? pense que sur la palette de Canal, ils ont un peu exagéré sur certaines... Je pense qu'ils ont voulu... Enfin, qu'ils ont un peu caricaturé la chose en Vous montrant avez que du sur... temps à la mi-temps. Et, Ouais, puis en montrant que sur une seule séquence, on avait beaucoup de positions de frappe. Après, voilà, je peux leur accorder que parfois, sur certaines séquences, on a envie de dire à un moment donné, arrêter de tourner autour de la surface façon handball et tenter une frappe. Mais voilà, comme tu dis, il faut trouver la ça, position. après, moi, tu sais, moi, je suis un malade de la possession. C'est le football que j'aime. Mhm. Après, c'est pas le seul football que j'aime et c'est pas le seul football, c'est pas la seule solution pour gagner des matchs. Mais moi, j'estime que
Là, dans une situation comme ça, tirer pour tirer, c'est le risque de perdre le ballon Ouais. et d'avoir un contre et de te manger un contre. On est d'accord. Alors que si tu finis une action proprement, tu es plus proche de marquer un but. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tirer de l'extérieur de surface. Si le mec le sent, vas-y, lâche la frappe. Mais si tu te sens pas, si tu sens que tu n'as pas l'angle et tout, pourquoi forcer de la frappe? Non, mais tu vois, par exemple, Moi, j'ai là, un il y a exemple certaines, la semaine c'est dernière. forcé. J'ai un exemple, par exemple, la semaine dernière contre Lille, où Guendouzi se retrouve en position dans la surface où on crée le décalage, il est complètement seul au deuxième poteau, la balle arrive à rater et il doit la frapper en une touche de balle, tu vois, vraiment, il a la fenêtre de tir, et c'est vrai qu'il effectue un contrôle avant de frapper, et après il hésite, du coup, la porte se ferme. Donc, oui, par moment, on peut pas... Enfin... Je serais pas d'accord non plus si on disait que on frappe bien assez et qu'aujourd'hui... non, je pense qu'on peut plus frapper, en tout cas avec plus de... en première attention, parfois on gamberge un peu trop, mais effectivement sur les exemples montrés, je trouve qu'ils sont pas très bons canal sur la séquence prise parce que les fenêtres sont un peu exagérées, comme tu dis, là, sur l'image, l'orientation du corps pour frapper est bien compliquée, il y a plein de monde devant, donc voilà. Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Ça dépend des caractéristiques des joueurs. Aussi. Moi, j'en connais un, pas mal, un petit Italien. Bon, il a marqué 2 buts ce week-end, mais c'est pas un mec qui aime tirer. Ouais. Donc, tu vas pas lui demander tu vas pas lui dire frappe. Ah non, c'est pas ta caractéristique. Par contre, si j'ai au milieu de terrain un Frank Lampard, bah, évidemment, je vais lui dire, mec, si tu sens que tu as un truc, vas-y, tire. Il faut prendre en compte ces choses-là aussi. Okay. Guendouzi, c'est pas un mec qui enfin en tout cas moi j'ai pas souvenir de Guendouzi qui met des menaces de 30 mètres ou de 25 mètres ou qui marque beaucoup de buts, point. Par contre Payet, si à 20 mètres il vient, il enroule, bah, vas-y, tente-le si tu le sens. Okay. Comme Under, il s'est pas posé la question contre Bordeaux pour l'enrouler. Ça marche. Bah, écoute, on a ton avis, je vois quelques commentaires qui sont plutôt assez d'accord, qui parlent plutôt de profil, tu vois, on nous évoque un profil à l'ascension, etc. C'est plus une question de profil des joueurs qu'on a, plus que de fenêtre de tir et qu'on refuse. Donc je le disais, on va basculer un peu sur le dernier sujet de l'émission que j'avais envie d'évoquer, c'est Milik, parce que forcément, après une telle prestation, après un tel résultat, eh ben, on se dit encore, bah oui, mais on a joué sans Milik, on a mieux joué sans Milik, et on a de meilleurs résultats sans Milik. Et il y a une déclaration qui a été faite de la part de Milik, je vous la mets à l'écran pour Canal+ Pologne, où il nous dit... Parfois, je regarde le chronomètre, ça fait 20 minutes qu'on joue et je n'ai reçu que 2 passes avec un adversaire sur le dos. Ce manque de passes diminue la confiance que j'ai en moi. Avec le coach, on cherche des solutions. J'aimerais bien t'entendre là-dessus. Je sais que tu avais envie d'évoquer le sujet. Voilà. Y a-t-il un vrai problème de compatibilité Milik avec l'OM? Est-ce simplement un problème tactique? Est-ce un problème d'environnement, etc. Comment tu vois les choses? Déjà, est-ce que tu es assez d'accord pour dire, je pense qu'on l'est tous, mais c'est toujours important d'avoir ton avis, est-ce que sans Milik, on est meilleur? C'est difficile, parce que c'est un super joueur. Moi, par rapport à tout ce que tu m'as dit là, c'est l'incompatibilité tactique. Ouais. Il n'y a pas de... tu vois qu'il est à l'aise, il a l'air content, machin. Ça rentre pas en compte. Moi, l'incompatibilité tactique. Pour les gens qui connaissent un petit peu Milik, moi j'ai pas mal vu quand il était à Naples avec Sarri, même si bon, il a eu beaucoup de blessures, mais je connais bien, c'est un de mes entraîneurs préférés, Sarri. Donc je connais très bien Sarri et je sais comment il utilise généralement son attaquant, etc. Et je sais aussi son schéma de jeu, c'est le 4-3-3. Et je sais que là où Milik a été le meilleur, ça a été dans ce schéma de jeu-là. Et c'est généralement dans le système Sarri, l'attaquant, il est utilisé dos au but. Ouais. Tu vas le chercher sur une première passe, par exemple, on va dire à l'OM, un 4-3-3, Camara, je vais enlever Payet exprès. Camara, Guendouzi, Gerson, tu as 2 ailiers et tu as Milik. Donc on va dire Camara ou les centraux vont venir chercher Milik en pointe. C'est d'abord Milik va essayer en point d'appui, voilà, avec le fameux 3e homme. Et puis après, lui va essayer de combiner et de trouver Guendouzi et Gerson face au jeu. À Naples, il avait des Hamsik, des Alan qui faisaient des Zielinski, etc., qui faisaient ces courses-là, ces appels-là, ces mouvements-là. Et lui, après, se retrouvait dans la surface, aller chercher de côté, Insigne, Mertens, et ça faisait un centre, etc. etc. Okay. Là, le problème, c'est que tu as un schéma qui est totalement différent, où tu as un Payet qui est la première option quand on va
quand on construit du côté de Marseille. Mhm. Je pense que je dis pas de bêtises. Ouais. Payet, c'est vraiment le joueur que l'équipe va chercher en premier parce que c'est le créateur numéro 1. Bien sûr. Je reviens sur l'action du penalty, Ouais. c'est lui qu'on va chercher sur le côté gauche, etc. etc. Mhm. Parce qu'il est capable, et c'est très bien, c'est un incroyable. La première option quand on va chercher, quand on construit du côté de Marseille. Et je pense que je dis pas de bêtises. Payet, c'est vraiment le joueur que l'équipe va chercher en premier parce que c'est le créateur numéro 1. Je reviens sur l'action du penalty, c'est lui qu'on va chercher sur le côté gauche, etc. etc. Parce qu'il est capable, et c'est très bien, c'est un incroyable joueur. C'est pas une critique contre Payet. Il faut qu'il change de place, qu'il aille plus à gauche, plus à droite, etc. Il se marche un peu dessus sinon. Et pour moi, en fait, l'incompatibilité, elle est là, elle est tactique. Milik dans un 4-4-2 sans Payet, mais avec par exemple un Bakambu à côté qui prend la profondeur et Milik qui vient justement combiner un petit peu entre lignes, etc. Je pense que ça serait déjà plus cohérent. Mais avec Payet, pour moi, il y a un risque. Voilà. Et tu vois, sur ce match-ci, en fait, tu n'as pas un vrai attaquant de pointe. Tu as eu du Guendouzi qui s'est projeté, tu as eu du Gerson qui s'est projeté, tu as eu du Gerson qui venait demander. Putain, j'ai Siri qui se lance en même temps que je parle, c'est n'importe quoi. Tu as eu du Gerson qui restait collé aux défenseurs comme un vrai attaquant, etc., etc. Mais parce qu'ils sont capables, en fait, ils font partie d'un dynamisme global de ce qu'on parlait tout à l'heure par rapport à ce qu'a dit Thibaut, de ce football liquide. Où à un moment donné, tu as Gerson qui joue en pointe, et puis à un moment donné, il revient dans son poste au milieu de terrain, il vient à côté de Camara, jouer court, nanana, puis c'est Guendouzi à ce moment-là qui se retrouve en pointe, etc. Sauf que quand tu as un Milik, eh ben, tu as un Milik. Point. Il sait faire entre guillemets que ça. Il le fait très bien, mais il sait faire que ça. Sauf qu'après, du coup, tu n'as pas le même dynamisme et tu n'as pas le même côté liquide avec Payet, Guendouzi et Gerson quand Milik est là. Et donc pour moi, la compatibilité est totalement tactique. Ouais, c'est ça, j'allais en venir à ça, c'est que on est totalement dans ça, on est dans le côté moins liquide, c'est-à-dire que... Alors attends, j'ai un commentaire qui me dit « Lizzy, il n'y a plus de son ». Est-ce qu'on peut me confirmer dans le chat ou c'est simplement Lizzy qui a un problème? J'ai l'impression que sur mon logiciel tout marche. Je vois pas pourquoi j'aurais plus de son, mais voilà, n'hésitez pas à nous dire. Ouais, je pense que ce côté quand la présence de Milik, pardon, c'est beaucoup moins liquide. En fait, parce que j'ai l'impression même au-delà, ça va au-delà de... Non, apparemment, tout va bien. Je disais, même au-delà, c'est dans la mentalité, en fait. J'ai la sensation qu'un Guendouzi, un Gerson, ils vont avoir beaucoup moins tendance à se projeter. Parce que, en fait, déjà, dans leur état d'esprit, ils se disent, bon, il y a Milik, c'est à lui d'aller marquer. Donc, déjà, dans l'état d'esprit, je sais pas, j'ai cette sensation qu'ils vont moins être dans l'envie de se projeter et ils ont peur peut-être de marcher, d'empiéter sur le terrain de Milik. Et donc, on se retrouve bien souvent, en fait, avec soit des décrochages simultanés de joueurs, on se marche un peu dessus, etc. Alors que, en l'absence de Milik, on a une vraie envie de tout le monde de dépasser ses fonctions, et vu qu'on est totalement dans ça avec le système Sampaoli, je trouve que rien que, en fait, au-delà même de vraiment ce qu'on peut constater sur le terrain, je trouve qu'il y a un déclic aussi psychologique qui a du mal à se faire dès l'instant que Milik est présent sur le terrain, quoi. J'ai vraiment la sensation qu'on se dit, bon, on a un attaquant, c'est lui qu'on doit faire marquer. Quand on se projette devant, on hésite parce qu'on a peur de se marcher dessus, tu vois.
par exemple, j'ai un exemple bien précis où je sais contre Lille, Camara, pendant un moment, il fait une passe, il se sert d'appui de Milik, et en fait, après, il va arrêter sa course parce que plutôt que se projeter, continuer son appel et aller se projeter dans la surface, il se dit, bah non, c'est à Milik de faire ça. Alors que là, j'ai la sensation que, pardon, que contre Lens, les projections, ils se posaient pas de questions, les mecs, en fait. À un moment donné, ils savent qu'ils doivent dépasser leurs fonctions, qu'ils doivent aller plus loin, qu'il n'y a pas de vrai attaquant, donc on doit se projeter en masse et aller plus loin que nos postes respectifs, et donc bah, on fait les efforts, quoi. Ouais, mais surtout parce qu'ils sont dans un truc global où ça bouge. Alors que là, en gros, tout le monde bouge, sauf qu'il y a un mec, et c'est pas une critique envers Milik, parce que c'est absolument pas ses caractéristiques. Euh, mais lui, il bouge pas en fait. Et donc, du coup, tu as un moment donné où ça bloque. Là, quand tu as Guendouzi, par exemple, sur l'action du penalty, je reviens sur ça, Ouais. qui se projette, Mhm. eh ben, il ne se serait pas projeté sur l'action si Milik avait On été est là, parce d'accord. que Milik aurait été dans cette zone-là. C'est ça. Et que du coup, ça ne servait à rien d'aller faire doublon et il aurait peut-être fait un autre appel différent, machin Mhm. truc. Donc, il y a un élément qui, par contre, avec l'arrivée d'un Bakambu, c'est totalement différent parce que là, tu as un attaquant qui est plus dans la profondeur, qui a plus de dynamisme. D'ailleurs, il est rentré sur le côté gauche de mémoire, il a joué un peu plus sur le côté gauche. Ouais. Donc, il t'apporte une dynamique totalement différente en fait. Et en fait, et la vérité, c'est que dans ce schéma-là, et avec un Payet comme ça, j'ai du mal à voir l'association d'un attaquant avec les caractéristiques de Milik Mhm. avec l'association d'un numéro 10 comme l'est Payet. Et d'ailleurs, si les gens se rappellent de qui jouait attaquant de pointe du côté de Séville, eh ben, j'aimerais bien la réponse parce que j'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire. Tu me prends dépourvu aussi. Je ne l'ai pas. Écoutez dans le chat si vous avez ça ou si vous voulez fouiller en J'ai même temps. les numéros 10 qui jouaient. Il y a du Ganso, il y avait du Nasri, il y avait du Ouais. Vitolo de Oui. mémoire. Oui. Mais la pointe de cette équipe-là, je l'ai totalement oublié. C'est une bonne question. Je vais essayer Mais d'aller pour jeter voir un- en fait c'était juste pour voir par rapport aux caractéristiques Ouais. en fait si c'était pas Si- un autre type Si on de retrouve joueur en cet fait. esprit-là, ouais. Bah, si on a envie de faire la comparaison un peu plus grand public, j'ai envie de dire, bah, elle se fait avec City, quoi. On le voit, ils jouent sans attaquant et ça leur pose aucun problème. Je pense pas que l'absence d'attaquant soit forcément, tu vois, une conséquence de on va être moins dangereux offensivement, quoi, tu vois. Euh, Moi, ce que j'aime, c'est que... Ah, c'était Ben Yedder. Ah, quand même, c'était Ben Yedder. T'avais du Ben Yedder, mais voilà, mais c'est pas un attaquant. Ouais, t'avais trois attaquants, c'est Luciano Veto, Wissam Ben Yedder et Stevan Jovetic. Mais c'est Ah, trois il y mecs avait que Jovetic. Exact. potentiellement tu peux mettre numéro 10. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est des mecs qui ont pas le profil, en tout cas, je trouve qu'il n'y en a aucun qui a vraiment le profil à la Milik. C'est vrai. Et j'ai un vrai problème, je sais pas ce que t'en penses, mais j'arrête pas d'entendre que oui, mais faut nourrir plus Milik, c'est un attaquant de surface, faut faire plus de centres, etc. On a eu l'exemple la semaine dernière. On a fait 42 ou 44 centres, je crois, et Milik n'a pas marqué. Et ce que je comprends pas, c'est que qu'on tienne ces propos, en fait, qu'on se dise, bah, il faut centrer beaucoup plus. Est-ce que toi, tu as la sensation que Milik, c'est un vrai joueur de tête? J'ai pas la sensation, quoi. C'est un mec de surface, qui est capable de marquer de la tête, on est d'accord, mais j'ai pas l'impression que dans ses points forts, il y a forcément le jeu de tête, quoi. J'ai un vrai problème avec cette obsession des gens qui disent, oui, mais à un moment donné, il faut faire plus de centres, parce que Milik est dans la surface, et donc il faut qu'on centre beaucoup plus. Moi, la théorie du plus de centre, j'avais écrit un article sur ça à l'époque sur Ultimo Diez. Je crois Ouais. qu'il est encore dispo. Ok. Je déteste cette théorie-là. La théorie du plus de centre, ça ne veut absolument rien dire. Centrer, il faut centrer bien, il faut centrer mieux, il faut créer des conditions pour bien centrer. Mhm. Mais il ne faut pas plus centrer, ça n'a aucun sens. Mhm. Parfois, je vois des équipes centrées, le mec, il est en 1 contre 3 dans la surface. Qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il va faire? 1 contre 3 plus un gardien qui, lui, peut prendre le ballon des mains. Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut créer des conditions, centrer dans les bonnes zones, dans les bons espaces et créer des endroits où centrer. Quand tu vois City qui fait des centres ou qui va chercher des zones de centre, regardez où est-ce qu'ils vont chercher les Ouais, centres. c'est que des Ils centres vont en chercher retrait, c'est que des... C'est des Ouais. centres en retrait, c'est Bien des sûr. centres deuxième poteau parce que le latéral n'est pas bien placé, Ouais. donc il y a un mec qui arrive en diagonale. Combien de fois on a vu
des Bernardo Silva ou des Mahrez finir au deuxième poteau. C'est la spéciale De Bruyne, ça Ouais. soit un corner ou sur une action, tu as passe en retrait vers Kevin De Bruyne. Qui est au coin Le de la bloc surface. adverse, la ligne de défense remonte doucement. C'est ça. Et tu as Kevin De Bruyne qui met une petite balle fouettée comme ça au-dessus. Et en fait, tu as un mec qui fait une diagonale au moment en fait, où l'équipe adverse remonte. Totalement. Lui, il avance et il se croise et il se trouve dans la zone. Combien de fois on a vu Mahrez et Bernardo se finaliser dans ces situations-là? Mieux centré, c'est complètement débile. Plus centré, plus c'est complètement débile. On est d'accord. Moi, ce que j'aime, c'est centrer bien, centrer mieux. Ouais, mieux centré. Mais la quantité a rien à voir là-dedans. Ouais, puis si on... Je serais curieux de voir d'ailleurs le pourcentage, tu vois, de... J'avais fait tout ça dans l'article. Il y avait le pourcentage de buts après centre. Ah bah tu vois, j'allais te le dire. Et c'était un truc minime en fait. C'était un truc ultra minime. Attends, j'essaie de te retrouver l'article. Ouais, je suis sûr que c'est en dessous de 10%, je serais pas étonné. Ouais, mais c'était vraiment genre ridicule. Parce que c'était l'abus de centre est dangereux pour la santé, si vous voulez retrouver l'article. Ah, super. Eh ben, je vous invite à aller jeter ça. Mais c'est... Attends, je crois que j'avais mis les stats quelque part. Et j'avais mis les différentes zones à centrer. Ouais, putain, je m'étais donné de ouf. Putain, à l'époque. Voilà, j'avais retrouvé un truc. Donc, centre par match en moyenne dans les championnats européens, tu as 18,6 centres par match. Ok. Précision, tu n'en as que 23,5% qui ont de la précision. Ouais. Donc, qui sont précis. Mais excuse-moi, en fait, c'est en anglais, donc je fais la traduction en même temps. Pas de souci. Qui trouve... Opportunité de but. Donc, chance de but suite à un centre, 1,6%. Ouais. Et les centres représentent 4,3% dans l'ensemble des passes. Les centres, ça représente 4,3%. D'accord. Donc voilà, c'est la preuve que centrer, c'est loin d'être... alors après, on va me dire, oui, mais telle équipe est marquée. Oui, mais tu as des équipes qui ont des caractéristiques pour. Ouais. Si tu as un mec qui a un jeu de tête absolument extraordinaire et qui sait attaquer les bons espaces, les bonnes zones, qui est toujours démarqué, Falcao, Jardel, des mecs comme ça, ça serait dommage de ne pas faire. Mais même comme ça, il faut créer des conditions. On est d'accord, mais je pense que tu as... Il y a Radonjic qui va rentrer là. Tu nous le surveilles de près, hein. Tu nous dis si y a quelque chose qui se passe. Ça fait longtemps que j'y crois plus beaucoup. Mais on a Bonze74 qui nous laisse un commentaire et qui nous dit « Hello de Londres ». Déjà, ça fait plaisir. Salut à toi, Bonze. Pareil, j'ai pas pris cette habitude, mais sur Twitch, je sais qu'il faut dire merci les followers. Là, il y a Vialdo qui me suit d'un coup. Il y a Crapagnour, il y a Locatelli, il y a Moz, tout ça. Voilà, je vous remercie à tous. Je vois plein de commentaires où ça me met first time dans le chat. Donc voilà, ça fait plaisir. Merci à tous, à tous de vous abonner. Et donc, il nous pose pas mal de questions. Puis on va terminer comme ça là-dessus pour basculer sur la petite partie prono. Il nous dit, ne trouvez-vous pas, on va essayer d'y répondre rapidement, ne trouvez-vous pas que, on n'est pas bon en contre-attaque? Je te laisse en galère. Non. Non, ça a coupé en fait, et donc j'attendais la fin. Est-ce qu'on n'est pas bon en contre-attaque, c'est la question? Ouais. Ne trouvez-vous pas qu'on est mauvais en contre-attaque? Tchac. C'est caractéristique, encore une fois. Caractéristique, tu as est-ce que tu as des joueurs vraiment très 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 rapides pour attaquer les espaces? Vraiment, des mecs qui... Non, je suis d'accord avec toi. Des mecs comme Salah, comme Mané, comme... je prends toujours l'exemple de Liverpool parce que c'est le numéro 1 en termes d'attaque rapide pour moi. Mais tu as des mecs comme ça, et tu as du Alexander-Arnold, tu as du Robertson, tu as des milieux de terrain avec grosse intensité aussi pour récupérer les ballons et attaquer vite, comme Henderson par exemple, Fabinho, etc. Tu m'as dit under sur 100 mètres, tu penses qu'il est très rapide? Non, mais un peu plus. C'est celui qui... C'est presque le seul d'ailleurs. C'est très rapide. C'est un peu comme Thauvin. Thauvin, il était pas rapide. Par contre, quand il avait le balle au pied, en fait, sa technique fait qu'il était rapide techniquement. Non, mais tu vois, par exemple, sur le penalty qu'on arrive à obtenir, on l'obtient sur Under qui attaque l'espace dans le dos. Et j'ai l'impression que c'est l'un des seuls. Luis Enrique, non? Ah, c'est Luis Enrique, pardon, tu as raison, je me trompe. C'est pas Luis Enrique sur le côté gauche? C'est Luis Enrique, tu as raison. Si, c'est totalement ça, c'est Luis Enrique. Donc voilà, Luis Enrique, c'est un mec qui a des caractéristiques comme ça. Ouais. Mais sinon, t'as pas beaucoup de joueurs. Mais justement, on parle de Milik, Payet, un mec rapide. Non, surtout pas. Les latéraux, quand tu as Rongier et Luan Pérez. Ah ouais, non, c'est pas le cas. Non, c'est rapide. C'est très juste. C'est caractéristique. Par contre, si tu changes l'équipe et que tu as
Luis Enrique, que tu mets Lirola sur le côté droit, que tu rajoutes Bakambu maintenant en pointe, Ouais, c'est ça. Conrad, à la limite. un Conrad, exactement, je savais qu'il m'en manquait un, Ouais. etc. Là, tu commences à avoir une équipe qui a un petit peu plus d'arguments peut-être pour attaquer On est d'accord. pour attaquer en contre. On nous dit aussi on ne travaille pas les coups de pied arrêtés, corner et coup franc. Écoute, ouais, mais ça c'est un gros problème dans le football de manière générale, je trouve. En tout cas, dans un grand nombre d'équipes. On force le but. Pareil, regardez les statistiques des buts sur coup franc et Eh corner. ouais, forcément, il n'y en a pas beaucoup. Et on nous souligne aussi que Milik ne connaît pas le premier poteau. Alors, pareil, je vais pas déborder, on en a parlé un peu la semaine dernière avec Kemmler. Et surtout, mon analyse de la semaine dernière, je crois, qui parle de Milik, et j'évoque exactement ça. Donc, Bonze, je t'invite à aller voir. Je crois que le C'est le type... pire endroit pour un attaquant pour attaquer après un centre. C'est la zone où tu as le moins de buts, c'est au premier poteau. Au premier poteau. Parce que techniquement, c'est la plus difficile. Ouais, Quand bien sûr. tu as le but qui est genre ici, oh putain, j'arrive pas à le faire. Tu as le but qui est ici, si tu attaques au premier poteau, en fait, tu as un angle Ouais, tu te en fermes termes l'angle, de évidemment, géométrie, évidemment. tu as un angle ultra fermé. Quand tu es dans l'axe, tu as forcément tout le but. Et quand tu es au deuxième poteau, tu as tout le but face à toi, mais surtout, tu peux remiser. On est Par d'accord. exemple, tu peux avoir ballon, deuxième poteau, je mets la tête, je remise vers un mec au point de pénalty, je tire. Quand Alors, quand tu es au premier poteau, c'est soit tu mets une remise à l'aveugle. Combien de fois on a vu des mecs mettre Ouais. la tête comme ça, Mm. ils savent même pas où elle va. Soit techniquement, tu fais un geste. Cavani était très fort sur les gestes comme ça, c'est Ouais. juste la toucher du De bout fou. du pied. De fou. Tu peux, hein, il y a des mecs qui le font et on va me dire à chaque fois, on va m'envoyer un tweet. Ah, mais tu vois, premier poteau. Il y avait Germain qui était fort là-dessus. Probabilité. Ouais, bien sûr. Probabilité. C'est toujours l'histoire des probabilités. Est-ce que Alors, c'est plus je vais essayer de probable défendre marquer un but en étant au premier mon ami Londonia Bon74. Je pense que il n'aurait pas dû dire premier poteau, mais passer devant son défenseur. Et c'est ce que j'évoque notamment sur la vidéo où il est très caché derrière ses défenseurs. Et on évoquait notamment avec Kemmler ce problème d'appel contre appel qui n'est quasiment jamais fait. Voilà, petite page tournée sur ce match. Je pense qu'on l'a évoqué, en tout cas en profondeur. J'espère qu'on a abordé en tout cas les sujets que vous aviez envie d'entendre, qu'on a évoqué un maximum de choses. C'est toujours difficile, surtout après ce genre de match où il y a vraiment beaucoup de choses à évoquer. Mais voilà, on a essayé de faire le plus grand panel possible. Et on va terminer un petit peu sur la minute un peu plus relâche, décontractée pour finir cette émission. C'est la partie pronostic parce que, comme vous le savez, je suis en partenariat avec The Bet. Et donc, voilà, je me suis engagé à finir toujours les émissions sur la petite partie prono parce que, soyons très clairs, voilà, si aujourd'hui je peux vous proposer plus de contenu, là vous l'avez sûrement remarqué depuis début janvier, les contenus se multiplient, je vais pouvoir analyser tous les matchs de l'OM sans exception, c'est-à-dire même les matchs en semaine, chose que je ne pouvais pas auparavant. C'est grâce à The Bet, donc ça me tient vraiment à cœur de les remercier aussi de cette manière. Donc voilà, on va faire la petite partie prono. N'oubliez pas, je suis obligé, pub oblige, que si vous vous inscrivez avec The Bet, si vous utilisez le code promo LTDLO, vous avez une offre de bienvenue avec un premier pari remboursé en free bet, etc. Donc voilà. Mais n'oubliez pas, et ça aussi ça me tient à cœur, et ça tient à cœur à The Bet, je tiens à le souligner, ça reste du pari sportif, on y va mollo les gars, on joue avant tout pour le plaisir, et on joue des sommes qu'on peut perdre, voilà. On va parler, je pense avoir fait à peu près le tour de ce que je voulais dire au niveau des pronos. Voilà, j'ai rien à cacher, hein, si vous vous inscrivez, moi ça me fait gagner un petit billet. Et voilà, ce petit billet, très clairement, c'est pour ce que vous voyez derrière, de la lumière, améliorer, avoir une webcam de qualité comme j'ai là maintenant, etc., etc. Donc voilà, surtout pour soutenir mon travail. Ce week-end, on le sait, il n'y a pas de championnat, c'est un tour de Coupe de France. On va forcément évoquer l'Olympique de Marseille. Comment tu vois les choses? On se déplace à Montpellier. pour la Coupe de France ouais, à Montpellier. Ouais, la Coupe de France. Non, pardon, on se déplace pas à Montpellier, on reçoit Montpellier. Donc Montpellier qui a gagné ce week-end, si je ne me trompe pas, 3-2. Comment tu vois les choses? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te parle? Ça peut être une victoire, un buteur, voilà. Et Montpellier, Marseille, peu importe, hein, évidemment. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait te donner envie?
Je sais que tu es très fort sur les paris sportifs, on m'a dit. Alors, en plus de ça, tu me mets une semaine de coupe, donc c'est encore pire. Parce que du coup, je sais pas, il va peut-être sûrement, Sampaoli va sûrement faire tourner un peu. C'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question, peut-être. Putain. Pas sûr en Il va y même avoir temps, mieux. parce que ce Tour de Coupe de France, c'est vraiment. Tu vois, la Coupe de France, les années précédentes, c'était en milieu de semaine, ça enchaînait avec des matchs tous les 3 jours. Là, on a quand même une semaine de repos. Est-ce que c'est vraiment utile Ouais, de mais faire généralement, tourner? tu donnes du temps de jeu à certains joueurs. C'est aussi une occasion de donner du temps à certains joueurs. Par En exemple, même à temps, j'ai la Mandanda. sensation que c'est aussi un objectif qu'on a. Voilà, mais effectivement, c'est compliqué de se prononcer, en tout cas avant d'avoir vu les compos et tout. Tiens, non, mais par exemple, tiens, c'est peut-être le moment de lancer un Kolasinac, c'est peut-être le moment de lancer Oui, un Bakambu titulaire, c'est ou vrai, avec un plus gros bout de match. c'est vrai. C'est peut-être Conrad, il est pas blessé, non? S'il n'était pas dans le groupe, je crois. Donc on Mais a... tu vois, il y a peut-être certains joueurs qui ont des petits pépins physiques qui vont peut-être revenir. Donc c'est difficile Ouais, c'est d'analyser super comme ça un compliqué, on est match d'accord. de coupe. Ça aurait pu être cool avec le stade plein en plus, mais il y aura encore la jauge de mémoire. Je pense, je vais pas dire de bêtises, donc je pense, pense. mais je suis pas certain. Je pense. Non, Par mais je pense exemple, là, que il y a c'est Scaraboule qui sur- nous dit un score exact 2-0. Je peux vous donner la cote. Score exact 2-0 pour l'OM, elle est à 4-10. Allez, moi je dis prolongation. Tu pars en prolongation? Alors là, tu vas me compliquer la tâche. Euh... Top. Très bien, une prolongation, match bien galère, Ouais. un Tu vois un match 3-2 en compliqué? prolong, tu vois, un truc comme ça, ouais. Bah, c'est Montpellier Hmm. quand même qui est plutôt en forme, qui est une belle équipe. Je pense que Pour eux, Savanier ça peut sera être suspendu justement encore. aucune idée. S'il a pris un Mais carton même, rouge. tu vois, Ah, et puis je vois bien Germain vous en mettre, hein. Eh, alors, tu sais La quoi? vengeance La cote de de l'ancien Valère Germain sélectionneur. buteur, elle est à 3,85. Tu vois, celle-là, Franchement, je la tente. Je la tente. j'espère pas, mais je trouve que l'idée n'est pas bête. Effectivement, Valère Non, tu vois, Germain. l'ancien. Puis là, même ce week-end, contre Monaco, de moi, ils ont fait plutôt un bon match. Ouais, bah, il y a 3-2. Madi Didi est en forme. Oui, oui. Ouais, je vois bien, ouais, je vois bien. Tu nous vois en Je vois bien, difficulté. genre 3-2. Ouais, je vous vois en difficulté, Ok, mais je vois Germain en planter un petit. ça marche. Bah, sachez que la victoire de Montpellier est à 5,70 ou le match nul est à 3,90. On fait un petit tour rapide pour essayer de se faire peut-être un deuxième match qui te parle. On a un Nantes-Brest, on a un Nancy-Amiens. Ouais, je t'avoue que c'est... On a un Toulouse-Versailles. Bon, on a des matchs compliqués. Un Reims-Bastia, un Bergerac-Saint-Étienne. Est-ce que c'est pas intéressant là hein? Moi, franchement, je vais te dire la vérité, si je mise, voilà, s'il y a une cote à jouer, si on a un peu des sous de côté comme ça, Ouais. le Bergerac Saint-Étienne, la victoire de Bergerac, mais j'y vais. La victoire de Pourquoi? Pour plein de Bergerac, choses. elle est à Ouais, franchement. 6,75 et j'avoue que j'aime bien l'idée aussi. Mais tu sais pourquoi? Parce que déjà, Saint-Étienne, dans la situation Et actuelle, ils peuvent pas se permettre. il faut ils s'en foutent de la Coupe de France. Ouais, Ouais, bah genre, oui, normal. cassez-vous. On veut le moins de matchs possible, on veut se reposer, on veut se concentrer 100% Ouais. sur la Ligue 1. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je verrais le truc, tu vois. Parce que là, tu vois, tu peux te retrouver dans des bourbiers à devoir jouer des tours, des machins, Surtout que des je sais trucs, pas alors où que là, ils tu jouent, peux mais être- c'est Bergerac qui reçoit, quoi. Donc je sais pas où ils vont jouer exactement, mais bon, ouais, tu peux te retrouver dans des conditions assez particulières. Ouais, moi, ou Calife de Bergerac, mais pareil, je vois un match bien compliqué, genre de la prolongue, une connerie comme ça. Ça Un marche. truc bien chiant, quoi. Alors, Vraiment. je vais crois te que dire c'est... ça. Pour d'autres raisons que Marseille, mais ouais, un truc bien chiant. Ok, bah on a victoire de Bergerac à 6,75, ça peut intéresser. On a un Lens-Monaco qui est intéressant. Ah si, je suis obligé d'aller sur un Paris-Nice. On a un Paris-Nice. Tu es obligé de te prononcer là-dessus. Paris, terminer. ah, Tu vois, il y aura Messi du coup, normalement. Mais Nice, c'est quand même casse-bonbon. Putain, Ah, ouais, Paris. tu vois Non, Paris Paris. autant en difficulté que ça quand même? Ouais, parce que Nice, c'est une équipe galère. L'équipe de Galtier, c'est toujours galère à jouer. Ils montent très bien ses équipes. Déjà, là, sur le match de championnat, ça avait été assez compliqué de mémoire. Mais justement, de par la Euh, situation de Nice deuxième en championnat, tu penses qu'ils, contre Paris, ils sont pas capables de faire un peu l'impasse et tu crois qu'ils vont le jouer à fond celui-là? Non, parce que justement, eux, ils sont dans une situation où tu es deuxième.
Mhm. Tu es à la lutte, tu as un peu l'effectif. Mhm. Gagner une Coupe de France, ça peut être une petite cerise sur le gâteau. Tu vois, Mhm. c'est un peu comme Marseille. Ouais, bien sûr. Euh, euh, Non, pour toi, ça serait vraiment pas mal, tu vois. Donc, je vois Paris avoir des difficultés, se qualifier, mais avoir quand même des difficultés face à Nice. Parce ça que Nice, je marche. trouve que ça peut être un vrai bel objectif, comme pour Marseille. Bah écoutez, Paris est à 1,35. Alors, hein, si j'ai un conseil à vous donner, c'est ne jouez pas à 1,35, ça vaut pas le coup. Ou placez-le dans un combiné. Mais je suis pas très fan des combinés aussi. Donc voilà, je vais être très honnête. Ouais, peut-être avec un but de Messi ou un truc comme ça. Ouais, à voir. Pour le moment, c'est pas, les buteurs ne sont pas mis en place, il est trop tôt. Donc voilà, victoire niçoise à 6,30 quand même, je vous le dis. Hein. C'est pas parce qu'on a un C'est où, c'est à pari. Nice ou au Parc? Ça se joue au parc. Non, je refuse. Un, si- Non, un non, silence arrête. qui en dit long. Ouais, j'étais obligé de taquiner pour finir, obligé. Non, bien Bon, sûr. eh ben écoute, je pense que l'émission va s'arrêter là. Je tiens vraiment, vraiment à te remercier d'avoir accepté d'être venu. C'est moi qui te remercie de l'invitation, c'est un plaisir. Franchement, voilà, partager ces moments tactiques, ces analyses tactiques avec toi, c'est toujours super agréable. Comme tu l'as évoqué tout à l'heure, j'ai encore un très très bon souvenir d'un space Twitter lors du match aller. C'était vraiment cool. Et voilà, si ça peut permettre de faire découvrir aussi ce que tu fais sur Twitter à d'autres et tout, voilà, ça, d'une, ça me tient à cœur et de deux, ça me fait plaisir. Donc voilà, merci d'avoir partagé ce moment avec moi, avec ceux qui me suivent et qui étaient présents dans le chat. Merci à ceux qui étaient dans le chat, qui sont venus. J'ai reconnu des noms qui étaient déjà présents les semaines précédentes. Donc voilà, ça fait plaisir qu'il y ait quelques gens fidèles qui me suivent. Franchement, c'est très touchant. Et je prends beaucoup de plaisir à avoir toute cette liberté sur Twitch pour évoquer les matchs. N'hésitez surtout pas à suivre donc... à suivre Patrick. Sur Twitter, c'est Football Tactique. Voilà, n'hésitez surtout pas, je vous le mettrai dans le chat, le arrobase exact, et vous pourrez retrouver tout son bon travail, et notamment ce qu'il a fait, les capsules qu'il a fait pour la Ligue 2, qui je trouve, étaient très, très réussies. Je vous, C'est souhaite gentil, merci beaucoup. je vous souhaite à tous et toutes une bonne soirée, et puis, on est obligé de finir comme ça. Allez, l'OM. Tu le dis pas, toi? Je te laisse terminer comme ça. Allez, dis-le. Alors, je peux pas, t'es fou. Allez, bonne soirée à tous. Bonne Ciao, ciao. soirée.